La technologie la plus incroyable pour transporter des objets et des personnes pourrait être la téléportation. Malheureusement, nous ne verrons pas de machines de téléportation dans un avenir proche. Mais nous pourrons conduire des voitures parfaites avec pilote automatique sur la route et dans les airs. Nous pourrons également conduire des motos volantes et prendre un train sous vide pour nous rendre de New York à Los Angeles en quelques minutes. Commençons donc par les voitures autonomes. Le principe de fonctionnement de presque tous ces véhicules est le même. La voiture est équipée de caméras et de capteurs, de cartes de haute précision et de radars qui analysent la situation sur la route. Ces machines disposent d'un système commun. Chacune d'entre elles sait où se trouvent les autres, ce qui permet d'éviter les accidents ou les embouteillages. Bien sûr, aujourd'hui, les voitures dotées d'un pilote automatique ne sont pas si impressionnantes. Beaucoup de gens les conduisent. Mais imagine ce qui se passera lorsque tous les véhicules de la planète seront reliés par une intelligence artificielle commune. Les gens oublieront à jamais les embouteillages. Les ordinateurs prédiront les situations dangereuses et les éviteront. Mais que feront les gens sur la route s'ils ne conduisent pas de voiture? Les développeurs se concentreront sur le divertissement des passagers. La voiture sera capable de déterminer la durée exacte du trajet. Tu dois arriver à midi pile? D'accord. La voiture peut ralentir ou augmenter sa vitesse de manière intentionnelle. Elle se transformera en véritable assistante électronique. Tu peux organiser une réunion, commander de la nourriture et choisir un film à l'aide de la commande vocale. Le siège du conducteur est équipé d'une mini-salle de cinéma, d'une console de jeu ou d'un mini-réfrigérateur. Les personnes qui aiment communiquer avec les conducteurs pourront parler avec une intelligence artificielle avancée. Mais bien sûr, il y aura aussi des problèmes. Le principal d'entre eux sera la conduite excessivement correcte. Les scientifiques et les développeurs travaillent à humaniser les machines. Voici un exemple. Supposons que la voiture roule dans une rue très fréquentée et qu'elle aperçoive un homme debout au bord de la route. Le système interne de la voiture analyse rapidement la situation et décide que la personne va s'engager sur la route pour traverser. La seule réaction de l'ordinateur est de s'arrêter. La voiture alors ralentit. Une autre voiture s'arrête derrière elle. Le premier véhicule a créé une situation dangereuse et un embouteillage. Et l'homme n'allait même pas traverser la rue. Il attendait simplement son ami. Pour remédier à ce genre de problème, les développeurs de certaines entreprises ont équipé leur voiture d'une voix. C'est-à-dire qu'ils leur ont appris à klaxonner. Dans une situation problématique, un tel véhicule appuie sur le klaxon comme un conducteur en colère. Mais en fait, la voiture peut ralentir si un oiseau passe simplement à proximité. Aucun signal de klaxon ne pourrait résoudre ce problème. D'une part, le facteur humain est l'une des principales causes des accidents de la route. D'autre part, une personne peut beaucoup mieux analyser une situation et choisir la bonne réaction. Il est peu probable qu'une machine en pilotage automatique s'arrête pour prendre en charge un autostoppeur sur le bord de la route. Il se peut que cet homme ait eu des ennuis et qu'il doive quitter l'endroit de toute urgence, ou qu'il ait été mordu par un serpent et qu'il doive se rendre à l'hôpital. L'ordinateur ne peut pas le savoir, mais une personne bienveillante au volant s'arrêtera et lui offrira son aide. Même si on élimine les embouteillages, les gens aspireront à quelque chose de plus, que ce soit sur la route ou dans les airs. De nombreux ingénieurs pensent que les taxis et les bus volants autonomes sont l'avenir du transport. Mais les vols propulsés par la gravité apparaîtront dans un avenir lointain. Ces machines fonctionneront sur le principe de l'hélicoptère. Il s'agira de petits hélicoptères élégants équipés d'un pilote automatique. Uber et d'autres entreprises investissent dans ces technologies, et tu pourras peut-être bientôt les utiliser. Imaginons que tu sois en retard pour un événement. Tu ouvres l'application et tu réserves l'hélicoptère le plus proche de toi. Ensuite, tu te rends sur le toit où sont stationnés de nombreux appareils. Le pilote t'emmène ensuite jusqu'au parking de ta destination. Et de là, tu atteins rapidement l'endroit souhaité. Imagine la même chose, mais pour plusieurs personnes à la fois. Tu arrives à une gare donnée et tu montes dans un grand bus avec des ailes. Il décolle et suit une longue route t'emmenant, ainsi que d'autres passagers, dans une autre ville. Et si ces bus géants pouvaient t'emmener dans l'espace? Les voitures ne seront pas les seules à être équipées d'hélices. Les motos le seront également. Il existe déjà des vélos volants conçus pour un seul passager. Tu mets un casque et tu t'assois sur un petit appareil. En 2025, ces vélos pourront être achetés pour $5 000.
Contrairement aux voitures volantes, les hoverbikes ne peuvent pas décoller à une altitude élevée, ni accélérer à grande vitesse. Mais à l'avenir, cette technologie évoluera. Les taxis aériens et les voitures à pilote automatique ne fonctionnent que dans l'air ou sur des routes lisses. Mais que se passe-t-il si tu dois traverser une zone montagneuse ou des marécages? Pour ces zones tout-terrain, Hyundai a mis au point le SUV le plus cool. Au lieu de roues, il a des jambes. Ce véhicule marcheur traverse les sections difficiles avec un maximum de confort. Chaque jambe a des genoux et peut se plier. Il vous emmènera sur une colline élevée ou même au sommet d'un volcan. Bientôt, tu n'auras plus besoin de faire tes courses, car les magasins viendront à toi. Toyota a déjà créé une voiture inhabituelle que tu pourras transformer en magasin avec n'importe quelle marchandise. Vêtements, courses, jouets, bijoux, etc. De tels véhicules devraient améliorer les services de livraison et apporter plus de confort aux personnes en déplacement. Mais la technologie la plus incroyable qui apparaîtra dans le futur est l'Hyperloop. Il s'agit d'un train sur coussin aérodynamique. Imagine une capsule voyageant à une vitesse de 760 miles par heure à l'intérieur d'un tube sous vide. L'intérieur ressemble à une capsule de vaisseau spatial. Tu t'assois et tu attaches ta ceinture de sécurité. À ce moment-là, tu accélères à une vitesse qui dépasse celle du son. Mais à l'intérieur de la cabine, tu ne ressens pas cette vitesse. Si tu observes ce train de côté, il passera devant toi plus vite que tu ne clignes des yeux. C'est ainsi qu'il fonctionne. Tu connais le hockey sur gazon, n'est-ce pas? Le palais traverse facilement l'ensemble du terrain parce que les petits trous répartis sur le terrain libèrent une fine couche d'air. Le palais ne touche pas le terrain lui-même, il l'évite. Il n'y a pas de frottement, et il se déplace simplement dans la zone. L'Hyperloop fonctionne sur un principe similaire. Mais l'air provient de la capsule et non du tube. Ainsi, une distance minuscule apparaît entre les parois de la capsule et le tunnel. Et c'est à l'aide d'un moteur électrique que le train se met en mouvement. Nous avons compris la force de frottement. Mais qu'en est-il de la résistance de l'air? En réalité, à très grande vitesse, les gros objets ne peuvent pas se déplacer rapidement si l'air est très dense. Ces objets s'écrasent littéralement dans l'air, ce qui limite leur vitesse. Les avions standards volent à une altitude où la densité de l'air est beaucoup plus faible, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse élevée. C'est pourquoi l'Hyperloop se déplace à l'intérieur du tuyau. Un équipement spécial pompant l'air de ce tuyau fonctionnera sur certains tronçons de cette route. Mais il y aura toujours de l'air, car créer un vide complet nécessite beaucoup d'énergie. Un ventilateur spécial situé sur le nez du train déplace tout l'air entrant sous la capsule. Le mouvement d'un train à vide ressemble au travail du courrier pneumatique. Il s'agit du passage de colis dans des tuyaux installés dans un bâtiment. Et ces colis se déplacent dans les tuyaux grâce à la compression de l'air. L'Hyperloop devrait fonctionner grâce à des panneaux solaires installés sur le toit du tuyau. Elon Musk a depuis longtemps émis cette idée, mais son développement rencontre quelques difficultés. L'espace d'air entre le tube et la capsule doit toujours être le même. La moindre fissure, bosse ou pierre dans le tuyau peut détruire l'ensemble de la structure. Que se passe-t-il si un petit tremblement de terre se produit quelque part? Mais si les ingénieurs parviennent à développer cette technologie, nous pourrons voyager de Los Angeles à New York en quelques minutes. Peut-on propulser des véhicules spatiaux à l'aide de trous noirs? Oui, en quelque sorte. L'exploration de notre galaxie pose quelques problèmes. La sonde Parker Solar Probe de la NASA, l'engin spatial le plus rapide de cette agence, ne se déplace qu'à environ 0,06% de la vitesse de la lumière. Il nous faudrait donc environ 7700 ans pour atteindre notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri. Il nous faut donc trouver un moyen d'atteindre une vitesse très élevée, sans pourtant gaspiller trop de carburant. Pourquoi ne pas envisager d'alimenter nos vaisseaux à l'aide du rayonnement des trous noirs? Les trous noirs naturels sont beaucoup massifs pour que nous puissions nous en servir. Mais il est possible qu'il y ait eu de très petits trous noirs, dits primordiaux, au tout début de l'univers. Nous pourrions peut-être tenter de les recréer. Pour cela, il faudrait concentrer une énorme quantité d'énergie sur un point minuscule. Imaginez une masse d'environ 1 million de tonnes dans un rayon de quelques atomètres. Les scientifiques ont imaginé une méthode pour y parvenir. Capter de l'énergie solaire en grande quantité à l'aide de panneaux photovoltaïques, diriger cette énergie vers un point unique, installer des capteurs pour récupérer l'énergie émise,
et utiliser le rayonnement résultant pour propulser un vaisseau spatial. Un plan de génie. Pour ce qui est de sa mise en œuvre, il faudra attendre encore un peu. Des scientifiques japonais ont mis au point des utérus artificiels capables de nourrir des bébés requins prématurés. Ils permettent aux embryons de naître correctement et bien préparés. Ces utérus artificiels peuvent alimenter les petits requins pendant près d'1 an. C'est beaucoup plus que le précédent record de 160 jours. L'invention fonctionne réellement. Certains embryons ont pu passer de 3 à 15 cm, ce qui correspond à la taille naturelle des requins qui viennent de naître. Les requins prématurés sont très vulnérables car l'eau de mer est trop salée pour leur petit corps. Cette situation est particulièrement dangereuse pour les requins vivipares, car leurs petits naissent sans coquille protectrice. Les scientifiques les ont donc placés dans ces conteneurs et ont commencé à diminuer lentement les fluides naturels et à augmenter progressivement l'eau de mer, jusqu'à ce que les bébés s'habituent au sel. Les résultats ne sont pas encore parfaits. Sur 33 embryons, seuls 3 ont atteint une taille satisfaisante. Cependant, ces 3 bébés sont en bonne santé et ils vivent maintenant comme n'importe quel bébé requin normal. Ils mangent des maquereaux et des crevettes hachées et ont un comportement typique pour leur âge. L'objectif de ces recherches est bien sûr de développer des systèmes plus universels, pour une utilisation plus vaste. Il sera peut-être bientôt possible de ressentir un câlin par l'intermédiaire d'Internet grâce à la peau électronique. Des chercheurs de la City University de Hong Kong ont mis au point une peau électronique douce et sans fil, capable de détecter et de transmettre le sens du toucher. Leur invention permet de créer un réseau tactile pour une interaction entre plusieurs utilisateurs. La peau électronique peut à la fois détecter le toucher et l'imiter. Nous disposions déjà de technologies similaires avec la RV, par exemple, mais pas les deux en même temps. Voici comment cela fonctionne. Vous appuyez sur un activateur qui génère un signal électrique. Ce signal est converti en signal numérique par un convertisseur analogique numérique. Il est ensuite envoyé par Bluetooth à une autre peau électronique. La peau réceptrice reconvertit le signal en courant électrique et recrée la sensation tactile par des vibrations. Enfin, amis et parents pourront utiliser cette technologie pour se sentir en présence les uns des autres. Un autre avantage, permettre aux malvoyants de mieux s'orienter et de lire plus facilement des messages dans braille. Imaginez maintenant que vous puissiez imprimer de vrais os en 3D. Une toute nouvelle technologie permet en effet de créer des os synthétiques à partir de cellules vivantes. Elle utilise une encre spéciale qui imite l'os naturel. Vous créez d'abord un modèle en dessinant l'os dont vous avez besoin. Ensuite, l'imprimante utilise une encre céramique dans un bain de gélatine et donne forme à l'objet couche par couche. Le processus se fait à température ambiante. Enfin, la matière osseuse imprimée durcit et vient s'intégrer au tissu osseux existant. Il reste cependant quelques problèmes à résoudre. Par exemple, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de réactions immunitaires et il faut également rendre le matériau plus résistant. À Bombay, une start-up a déjà créé des modèles 3D d'organes utilisés dans plus de 1200 opérations. Et la technologie ne cessera de s'améliorer. Les prochains objectifs: ajouter des vaisseaux sanguins pour s'assurer que les nutriments et l'oxygène atteignent les tissus, et développer des matériaux intelligents qui changeront en fonction de l'environnement. Vous pourriez disposer un jour d'une copie numérique de votre corps pour suivre l'évolution de votre santé. Un jumeau numérique est un modèle virtuel qui non seulement ressemble à l'objet d'origine, mais qui réagit également comme lui. Il ne s'agit pas forcément de la copie d'une personne entière, mais d'un de ses composants, comme son cœur, par exemple. Contrairement à un simple modèle 3D, un jumeau numérique doit pouvoir montrer comment toutes les parties de l'objet interagissent entre elles. Il ne s'agit évidemment pas seulement de copier l'aspect d'un organe. Cela aidera les médecins à améliorer leurs résultats. En modifiant des paramètres aléatoires, ils seront en effet en mesure d'observer l'évolution de l'état de santé de leurs patients. Par exemple, des chercheurs ont récemment créé des copies de cœur. Les modèles numériques montraient pour la structure du cœur et les éventuelles lésions. Ils disposaient également d'une simulation de l'activité électrique de cet organe. En faisant passer divers signaux dans le jumeau numérique, ils ont pu étudier son comportement et prédire des problèmes tels que l'arythmie. Et si vos murs pouvaient manger la lumière du soleil pendant la journée et utiliser l'énergie accumulée pour alimenter le bâtiment pendant la nuit, des bâtiments qui produisent leur propre énergie. Voici les briques accumulatrices d'énergie,
Elles peuvent être intégrées dans les murs parmi les briques ordinaires, capter l'énergie renouvelable, stabiliser le réseau électrique et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Elles utilisent un type de béton qui peut stocker l'électricité et alimenter des appareils. Ces briques peuvent transformer le pigment rouge des briques ordinaires en plastique conducteur, qui peut stocker et restituer d'importantes quantités d'énergie. Associez-les à des panneaux solaires. Et voilà, une énergie propre qui fonctionne même en cas de coupure de courant. De plus, elles sont très abordables. On pourrait également les utiliser pour créer des appareils portables et flexibles, tels que des capteurs ou des écrans qui viennent s'attacher aux vêtements, par exemple. Ces briques pourront éventuellement être imprimées en 3D et être distribuées en masse. La Chine a mis au point une batterie de voiture révolutionnaire qui peut se recharger complètement en seulement 10 minutes. De plus, elle pourrait alimenter une voiture sur des centaines de kilomètres avant d'avoir besoin d'être rebranchée. Tout cela grâce aux récentes avancées en matière de chimie. Les chimistes ont trouvé un moyen de stocker beaucoup plus d'énergie. Les batteries d'aujourd'hui permettent aux voitures de parcourir 400 km avec une seule charge. Mais les versions les plus récentes peuvent atteindre jusqu'à 965 km. À l'avenir, cela pourrait rendre les voitures électriques beaucoup plus efficaces et pratiques. Vous vous dites sans doute que c'est une bonne chose. Mais il y a un hic. En cas de perturbation dues à des conditions météorologiques extrêmes, à des désaccords commerciaux ou à d'autres facteurs, nous pourrions avoir quelques ennuis. Ce n'est pas comme si l'on pouvait demander à son voisin de nous prêter de l'essence. Les voitures électriques risqueraient de ne pas pouvoir obtenir les batteries dont elles ont besoin. Et tous ceux qui conduisent une telle voiture pour se rendre au travail se retrouveraient bloqués. Et les prix monteraient en flèche. Il existe également un type de batterie étrange. Elle est faite de sable. Des ingénieurs finlandais ont mis une centaine de tonnes de sable dans un grand conteneur en acier de 4 mètres sur 7. Ils ont ensuite chauffé le sable à l'aide de l'énergie éolienne et solaire. Cette méthode permet apparemment de stocker de l'énergie pendant des mois. Dans cette batterie, l'électricité est utilisée pour chauffer l'air grâce à un système de tuyaux. L'air chaud circule ensuite dans ces tuyaux pour réchauffer le sable. Et la chaleur produite peut être utilisée comme énergie. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Parfois, les nouvelles technologies peuvent être à la fois étonnantes et un peu effrayantes. C'est certainement le cas de la nécrobotique. Il s'agit de transformer des créatures décédées en robots. On pourrait croire à une intrigue de film d'horreur, mais des chercheurs de la Rice University pensent pas qu'elle sera très utile à l'avenir. Une équipe a transformé une araignée décédée en une pince robotisée capable de saisir des objets. Pour ce faire, ils ont injecté de l'air dans l'araignée. Un système hydraulique permet à l'araignée de bouger ses membres, de les étendre et de les replier. Ces pinces nécrobotiques pourront être utilisées lors d'opérations délicates, que les instruments traditionnels ne permettent pas de réaliser. En 1925, l'éditeur de magazine Hugo Gernsback a créé The Isolator, un casque d'apparence bizarre destiné aux personnes qui voulaient se concentrer correctement. Sa première version était faite de bois et de feutre. Mais Gernsback n'était pas satisfait car il ne bloquait pas tous les sons aussi bien qu'il l'avait espéré. Il a alors repensé l'appareil, supprimant le bois et ajoutant du verre pour que les utilisateurs puissent voir à travers. Mais un problème est apparu. Le casque ne pouvait être porté que pendant une quinzaine de minutes. Après ça, l'utilisateur devenait somnolent. 38 ans plus tard, Gernsback présentait les télélunettes. Un téléviseur de poche très pratique. Vous les trouverez peut-être bizarres, mais pour être honnête, les lunettes de réalité virtuelle d'aujourd'hui le sont à peine moins. Les télélunettes pesaient environ 140 grammes et étaient constituées de petits tubes cathodiques qui fonctionnaient grâce au courant basse tension fourni par de minuscules piles. L'appareil disposait d'un écran séparé pour chaque œil, ce qui lui permettait d'afficher des images stéréoscopiques. Ça fonctionnait un peu comme des lunettes 3D. Gernsback avait promis que les utilisateurs ne risquaient pas d'être électrocutés. Mais les gens ont pris ça avec des pincettes. Voici le micromètre de beauté, également connu sous le nom de calibrateur de beauté. Cette technologie des années 30 semble tout droit sortie du film Orange Mécanique, sauf qu'elle devait servir à vous rendre plus beau. Les spécialistes placèrent l'appareil autour de la tête d'une personne, et les bandes métalliques flexibles permettèrent de prendre les mesures du visage avec une grande précision. L'inventeur s'était concentré sur deux mesures principales. La hauteur du nez et du front devaient être identiques, et les yeux devaient être séparés par la largeur d'un œil.
Si le micromètre de beauté repérait une imperfection, il proposait d'utiliser du maquillage pour corriger le visage analysé. Cet appareil, qui devait être un atout pour les actrices et les acteurs de l'industrie cinématographique, a été un échec et n'a pas suscité l'engouement attendu. De nos jours, les masques tissus sont courants dans l'industrie des soins beauté, mais on en trouvait de bien étranges dans le passé. Prenez ce masque de glace créé dans les années 40 par Max Factor Jr., qui a pratiquement inventé le maquillage des stars. Il pensait que les actrices se donneraient beaucoup de mal pour obtenir un masque de ce type, afin de réduire les poches et autres gonflements de la peau, mais il se trompait. Pour certains, les fossettes sur les joues sont la chose la plus charmante et la plus séduisante qui soit. C'était aussi l'avis d'un inventeur qui, en 1936, a créé l'appareil à fossettes, qu'on dirait tout droit arrivé du Moyen-Âge. Les instructions étaient assez simples. L'utilisateur devait se tenir devant un miroir, sourire pour positionner correctement son appareil à fossettes et porter celui-ci 2 ou 3 fois par jour pendant 5 minutes. L'idée était de répéter le processus jusqu'à ce que des fossettes apparaissent. Mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'appareil ne pouvait pas réellement améliorer les fossettes, ni bien sûr en créer. En fait, l'association médicale déclara même que cet instrument pouvait être dangereux pour la santé et ne rendait pas plus beau. Même les hommes les plus expérimentés peuvent de temps en temps se blesser en se rasant. Par conséquent, seuls les plus courageux, ou les plus fous, accepteraient d'utiliser cette machine qui permettait au barbier de raser une douzaine d'hommes simultanément. Cet appareil, apparu dans un pilote de série télévisée dans les années 60, a été inventé au XIXe siècle. Pourtant, le succès commercial ne fut jamais au rendez-vous, car il était impossible d'adapter cette machine aux différentes formes de visage. Une autre invention dangereuse, le fluoroscope pour l'essayage des chaussures, apparu dans les années 20. Lors de l'achat de chaussures, au lieu de procéder à l'essayage habituel, les gens montaient sur cette machine géniale qui utilisait des rayons X pour produire une image animée en temps réel de vos pieds à l'intérieur des chaussures. Un super moyen de vous assurer que vos chaussures vous vont parfaitement. Plutôt cool, non? Mais en réalité, c'était extrêmement dangereux, car cette machine émettait une quantité incroyable de radiation. Au cours d'une exposition rapide de 20 secondes, vous receviez une dose bien supérieure au niveau recommandé. Même si les radiations étaient dirigées vers les pieds, elles se dispersaient aussi tout autour, exposant quiconque se trouvait à proximité. Ainsi, les vendeurs, qui passaient des heures autour de ces appareils, recevaient en 2 heures une dose de rayonnement équivalente à une année entière. Après quelques signalements, cette invention fut donc interdite à partir des années 70. Si vous avez 2 pieds gauches, vous pouvez apprendre à danser grâce à des vidéos YouTube, ou demander à votre partenaire d'enfiler avec vous ses chaussures dites siamoises. Cette invention a fait son apparition dans un catalogue de vente par correspondance en 1881. Le but était d'aider les couples à rester synchronisés sur la piste de danse. Mais en réalité, ces chaussures servaient surtout à faire tomber les gens par terre et par paire. Permettez-moi de vous présenter les autopatins, une invention datant des années 40 et d'origine britannique. On démarrait ces patins à roulettes motorisées comme une tondeuse à gazon, et ils pouvaient parcourir jusqu'à 260 km avec seulement 4 litres d'essence. Mais il y avait un petit souci avec les freins, qui ne pouvaient, pas freiner du tout. Un copilote était donc nécessaire. Et par copilote, je veux dire quelqu'un d'assez courageux pour s'asseoir sur un petit tabouret à roulettes derrière le patineur et l'aider à freiner en utilisant ses pieds. Si une personne souhaitait emmener toute sa famille faire un tour, il lui suffisait d'enfourcher le Goofy Bike. Cette invention, dévoilée à Chicago en 1939, était un vélo pour 4 personnes qui servait également de station de couture mobile. Lorsque ce vélo excentrique était garé, les jambes de la machine à coudre l'empêchaient de se renverser. Mais je ne serais pas monté dessus pour tout l'or du monde. Les autopatins et le Goofy Bike semblent être des moyens de transport relativement sûrs par rapport à un tonneau. En 1901, une institutrice du nom d'Annie Edson Taylor a célébré son 63e anniversaire en descendant les chutes du Niagara à l'intérieur d'un tonneau à cornichons en bois d'1,50 m de haut. À la suite de cet exploit audacieux, 15 imitateurs ont essayé d'utiliser le même dispositif pour conquérir les chutes du Niagara, mais tous n'ont pas réussi. Aujourd'hui, il est interdit de tenter une telle cascade en raison des risques, et l'amende encourue est d'environ 10 000 $. En 1929, quelqu'un a eu l'idée saugrenue que les feuilles de plaquage de bois
pourrait être la prochaine grande nouveauté en matière de maillot de bain. L'une des vidéos promotionnelles montrait une jeune fille expliquant comment elle avait confectionné sa tenue à l'aide de feuilles de plaquage provenant du chantier d'une maison. Mais le plus drôle, c'est qu'ils ont affirmé que, jusqu'à présent, aucun des maillots de bain ne s'était déformé ou n'avait craqué. Mais soyons réalistes, le bois aurait besoin d'une sérieuse imperméabilisation pour résister à l'épreuve du temps. Cette invention n'a pas fait long feu, entre autres parce qu'elle n'a pas remporté le prix du maillot de bain le plus flatteur. Une dizaine d'années plus tard, on a vu à Londres des hommes arborer des hauts de forme périscopiques. Cette invention permettait aux personnes de petite taille de regarder par-dessus les têtes dans les foules. Les images étaient renvoyées d'un miroir situé au sommet du chapeau vers un autre miroir placé juste devant les yeux, à travers un trou dans le bord du chapeau. Mais si ces chapeaux semblaient être une excellente idée pour les défilés et les événements sportifs, ils n'étaient tout simplement pas pratiques dans la vie de tous les jours. Que vous soyez paresseux ou fatigué, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous entraîner au piano grâce à cette invention de 1935. Le piano pliable. L'instrument est posé au pied du lit et on tire son clavier comme un tiroir, en le pliant sur des charnières, jusqu'à ce qu'il soit à l'angle idéal devant les mains du musicien. Mais est-ce sans danger? Hélas, si le piano n'est pas bien sécurisé, c'est le désastre assuré. Disons que le bien-être des enfants n'était pas vraiment une préoccupation majeure pour les concepteurs du labyrinthe de Mercure. Cette invention de 1978 était un jeu de poche dans lequel les enfants devaient tourner et incliner un puzzle pour guider une tache de mercure le long d'un chemin menant au centre du labyrinthe. Oui, du mercure toxique et dangereux pour la santé dans un jouet pour enfants. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? À ce jour, il y a environ 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans les mondes virtuels. Le futur de science-fiction que nous attendions est donc déjà là. Mais la technologie n'est pas qu'une question de jeu et de divertissement. Elle est aussi là pour nous faciliter la vie. Et ces inventions en sont la preuve. Alors, attache ta ceinture, on va se téléporter dans un futur proche pour voir à quoi ressemblera une journée typique. Tu sors de ton lit et tu te diriges vers la cuisine pour le petit déjeuner, ou plutôt vers ton réfrigérateur intelligent. Les plus grandes entreprises mondiales de technologie et d'électroménager travaillent depuis un certain temps déjà à la mise au point de réfrigérateurs dotés de fonctionnalités époustouflantes. Ceux-ci peuvent scanner le contenu qui est stocké afin de savoir quels sont les produits qui manquent. Leurs écrans tactiles intégrés affichent de nombreuses informations, de ton emploi du temps à un diaporama de photos de famille. Comme n'importe quel autre appareil sans fil, ils peuvent être connectés à ton réseau Wi-Fi. Une fois connectés à l'Internet, ils peuvent interagir avec les autres appareils connectés de la maison. Ainsi, tu pourras même déplacer l'émission que tu regardais dans ton salon vers l'écran tactile de ton réfrigérateur intelligent et ne pas manquer le twist final. Cet écran t'indiquera également quels articles tu dois commander et quand, et te recommandera des recettes en fonction des ingrédients que tu as déjà au frigo. Le système qui régit ces nouveaux réfrigérateurs améliorés s'appuie sur le code barre ou les étiquettes d'identification par radiofréquence dont sont munis les emballages des produits alimentaires. Ces étiquettes sont déjà utilisées par les fabricants et les supermarchés pour gérer les stocks et les expéditions. En scannant les étiquettes ou les codes barres, le réfrigérateur peut accéder à des informations telles que les dates de péremption, ce qui lui permet de tenir un inventaire précis des produits. Et si tu te demandes combien te coûtera un réfrigérateur qui t'envoie une liste de courses personnalisée, sache que ça va de 2000 à 5000 €. Bref, ton réfrigérateur intelligent t'avertit que ton lait est périmé. Il est temps d'aller faire les courses. Mais ne te fatigue pas à aller chercher ton portefeuille. Tu n'auras plus besoin d'argent liquide ni de carte de crédit pour faire tes courses. Tout cela sera possible grâce aux minuscules micropuces qui pourront être implantées dans ta main. Mais ne te réjouis pas non plus trop vite. Une telle puce ne te transformera pas en super cyborg pour autant. Cette technologie existe déjà dans les clés de maison numériques, les billets électroniques et les cartes bancaires. Ce qui les différencie désormais, c'est qu'une fois le processus d'implantation terminé, elles seront reliées à tous tes comptes en ligne. Cela te permettra d'ouvrir ta porte d'entrée, de monter dans le bus ou le train et de faire tes courses d'un simple geste du poignet. Tu rentres chez toi et tu as enfin ton café du matin, avec du lait. Il est maintenant temps de te préparer quelque chose à manger.
Quelle corvée! Ou peut-être pas, grâce à ton cyberchef. En 2015, une entreprise de robotique a bouleversé le monde culinaire en présentant sa nouvelle invention. Un robot qui cuisine avec des mains géantes. Ce maître cuisinier est préprogrammé avec des milliers de recettes de chefs humains de renommée mondiale, de sorte que tu n'auras plus besoin de chercher sur Internet pour savoir comment faire la tarte parfaite. Le robot baptisé Mollet peut tout faire. De verser à remuer, mais malheureusement, il ne peut pas préparer les ingrédients pour les recettes qu'il va réaliser. En tout cas, pas encore. Au fait, est-ce une si bonne idée de donner un couteau à un robot ? Quoi qu'il en soit, si tu prépares toi-même les ingrédients et que tu les places dans des récipients spéciaux, il reconnaîtra ceux qu'il est censé utiliser. Une fois la préparation des aliments terminée, il nettoiera également les surfaces. Mollet peut planifier et adapter ses recettes en fonction de tes préférences alimentaires et de tes apports caloriques. Cependant, tu peux aussi ajouter tes propres recettes à sa liste grâce à l'écran tactile. Et il peut recréer le ragoût de ta grand-mère avec une précision de 100%. Mais tu sais quoi, avec le montant que tu vas devoir débourser pour te procurer Mollet, qui est pour l'instant de 340 000 €, tu pourrais aussi bien engager un chef personnel. Et ce chef, lui, pourra même préparer les ingrédients à ta place. Alors que midi sonne, tu reçois un SMS de ta mère. Elle te rappelle sa visite, qui aura lieu dans 1 heure. Tu jettes un coup d'œil à ton appartement et tu réalises que tu n'as pas fait le ménage depuis un bon moment. Elle ne doit pas le voir dans cet état. C'est là que les super combinaisons peuvent s'avérer utiles. Le Guardian XO est un exosquelette rechargeable, mécanique et alimenté par batterie, conçu pour te rendre plus rapide et plus fort. Grâce à ses moteurs électriques et à un ensemble de 120 capteurs corporels ultra précis, il combine l'intelligence, l'instinct et le jugement humain avec l'endurance et la précision des machines. Il peut augmenter ta force et te permettre de soulever jusqu'à 90 kg de poids, comme si tu soulevais une plume. Et il ne limitera pas tes mouvements. Tu peux donc nettoyer sous ton canapé, ton lit ou ton réfrigérateur intelligent assez facilement et rapidement avant l'arrivée de ta mère. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Il n'a pas la technologie nécessaire pour te permettre d'arrêter un bus comme Superman, ou de sauter par-dessus les immeubles comme Neo. Il n'est donc pas vraiment fait pour sauver le monde, mais il peut certainement te sauver la vie si tu emménages dans une nouvelle maison. Et ce qui est génial, c'est que tu peux t'en procurer un dès aujourd'hui, à condition d'avoir 100 000 € par an à débourser pour payer son loyer. Bon, tu as fait le ménage si vite qu'il te reste encore un peu de temps avant que ta mère n'arrive. Autant aller courir un peu. Car grâce à ton costume, tu n'as pas brûlé beaucoup de calories en faisant le ménage. Alors attrape tes baskets futuristes et c'est parti! Cette chaussure, ressemblant à une créature, appelée Cryptid Sneaker, est entièrement imprimée en 3D. Elle est fabriquée à partir d'un seul matériau, un polymère spécial appelé élastomère thermoplastique. Ce matériau varie en épaisseur ou en finesse à différents endroits, ce qui signifie que certaines parties de la chaussure deviennent plus rigides, les autres restent souples et flexibles. La chaussure est donc ergonomique et confortable, en plus d'être facile et rapide à fabriquer. La chaussure entière peut être imprimée en une seule fois et ne nécessite ni collage ni couture. Et le plus beau, c'est que sa forme peut être adaptée à ton pied. Pour cela, il suffit de scanner ton pied en 3D. Tu rentres chez toi juste à temps pour accueillir ta mère. Elle veut que vous passiez un après-midi tranquille à lire ou à regarder quelque chose. Tu penses que c'est une excellente idée et tu lui montres ton nouveau livre préféré. Elle en parcourt les pages, mais tu remarques qu'elle a du mal à lire les mots, qu'elle plisse les yeux. Si seulement je pouvais zoomer sur les pages du livre comme je peux le faire avec tes photos Instagram, dit-elle, tu as justement ce qu'il lui faut. En 2019, une équipe de chercheurs a créé une paire de lentilles de contact qui zoome lorsque tu clignes 2 fois des yeux. Chaque mouvement oculaire que tu fais produit des signaux électriques distincts. Ces lentilles de contact contiennent des électrodes qui peuvent suivre ces signaux et réagir en conséquence. Les polymères qui les composent se dilatent lorsqu'un certain courant électrique est appliqué. Ainsi, lorsque tu clignes 2 fois des yeux, les lentilles augmentent leur grossissement et tout paraît 32% plus grand. Cependant, il semble qu'il faille attendre un peu pour commencer à les porter. Les chercheurs tentent encore de trouver un moyen de les fabriquer avec le même matériau que les lentilles de contact ordinaires, afin qu'elles soient plus sûres pour un usage quotidien.
Outre les lentilles zoom, d'autres chercheurs travaillent à la création de ce qu'ils appellent des lentilles intelligentes. Elles seront dotées d'écrans micro-LED presque invisibles et plus petits qu'un grain de sable, de minuscules capteurs de navigation, de capteurs d'image et de batteries presque microscopiques. Elles te guideront dans les villes que tu ne connais pas et te donneront des informations sur les bâtiments et les habitants. Voyager deviendra un jeu d'enfant. Une chance que tu aies gagné au loto pour payer tout ça, n'est-ce pas? Attends, tu n'as pas gagné au loto? Bon, il reste toujours Instagram. On dit que le futur est juste au coin de la rue. Eh bien, non. Le futur est déjà là. Et ces super nouvelles inventions sont là pour le prouver. Qui sait? Elles pourraient même t'aider, et aider aussi la planète. Ce robot est inarrêtable. Et ne t'inquiète pas, il ne va probablement pas prendre le contrôle du monde. Enfin, j'espère. Ça, c'est ce qu'on appelle un robot liane. Ce qui le différencie des autres robots souples, c'est qu'il est particulièrement tenace quand il s'agit de traverser des terrains difficiles et des espaces étroits, ce qui en fait un instrument parfait pour les missions de recherche et de sauvetage. L'idée de cet appareil nous vient des lianes. Ces inventeurs se sont inspirés de la façon dont une liane se déplace et grandit. Ils ont donc commencé à réfléchir aux façons dont ils pourraient reproduire le même mouvement chez un robot. Finalement, ils ont élaboré un design simple qui ne nécessite aucun matériel coûteux. Tout ce dont ils ont eu besoin, c'est de tubes hermétiques. Tu te souviens de ces jouets remplis d'eau? Moi? Oui. Eh bien, leur robot fonctionne de la même manière. Ensuite, pour qu'ils grandissent à partir de la pointe, ils ont utilisé de l'air comprimé. Et voilà établi les bases de leur invention. C'est tellement simple que tu pourrais construire un de ces robots en 1 minute ou moins. En plus d'être facile à reproduire, leur appareil offre d'autres avantages. Il peut entrer dans des espaces 4 fois plus petits que sa taille d'origine. Les surfaces collantes et les objets tranchants ne l'affectent pas tant que la pression de l'air continue d'être appliquée. Ces inventeurs ont, bien sûr, amélioré leurs produits et créé différentes versions afin que le robot puisse effectuer diverses tâches. Par exemple, ils ont ajouté une caméra à son extrémité, ce qui le rend idéal pour des choses comme l'archéologie. Et le robot a même été emmené dans les Andes, au Pérou, pour enquêter sur des puits très étroits sous un site archéologique. Il a réussi à explorer 3 tunnels. Cependant, l'utilisation des robots lianes ne sera pas limitée au sous-sol. Ils pourraient aussi servir à l'exploration spatiale. Lorsqu'on le projette dans quelque chose comme du sable, l'air comprimé se fluidifie, et cela permet aux robots lianes de creuser dans des matériaux granulaires. Ainsi, la NASA peut l'utiliser pour étudier les surfaces d'autres planètes. Mais il nous réserve encore une surprise. Une version miniature de robot liane pourrait potentiellement être utilisée pour des procédures médicales comme l'intubation, rendant le processus plus rapide et plus facile. Super polyvalent. Qui sait ce qu'il pourra faire d'autre à l'avenir? Ces capsules ne sont pas pour être avalées. Les mini-maisons et les camionnettes habitables sont à la mode depuis un certain temps maintenant. Mais les camions nécessitent de l'essence et les mini-maisons requièrent une certaine infrastructure. Les éco-capsules, en revanche, ne requièrent rien. Ces micro-unités en forme d'œuf sont des capsules autosuffisantes à 100%. Et tu peux les placer où tu veux pour vivre à l'écart, sans faire de mal à la nature. Si toutes les sources d'énergie non renouvelables se tarissaient d'un coup, tu serais quand même capable de vivre confortablement pendant plusieurs mois grâce aux éco-capsules. Pas besoin de passer immédiatement en mode survie. Les éco-capsules peuvent être utilisées comme des stations de recherche ou même comme des chambres d'hôtel. Elles ont une superficie de 8,2 mètres carrés et sont équipées d'un système intelligent. Elles sont dotées d'une chambre pour 2, d'une kitchenette, d'une douche et de toilettes, d'un espace de rangement et même de prise. Elles produisent leur propre électricité grâce à une éolienne fixée à un mât télescopique et sont recouvertes de panneaux solaires. Leur forme leur permet de recueillir l'eau de pluie. L'eau de pluie qui tombe sur leur surface est recueillie dans des réservoirs où elle est ensuite filtrée et prête à l'emploi.
s'il ne pleut pas pendant un certain temps, les réservoirs peuvent quand même être remplis à partir d'autres sources, comme un lac ou une rivière. Et en ce qui concerne l'eau potable, des filtres supplémentaires sont installés directement sur les robinets. Et ce qu'il y a de mieux dans ces éco-capsules, c'est qu'elles ont presque zéro émission et une empreinte carbone nulle. Ainsi, chaque habitant d'une éco-capsule participe de manière essentielle à sauver le monde. Ce robot en slime magnétique a l'air dégoûtant et effrayant. Mais en fait, il est révolutionnaire. Ce robot en forme de goutte est fait d'un polymère synthétique soluble dans l'eau, de borax et de particules magnétiques. C'est un fluide non newtonien qui a des propriétés viscoélastiques, ce qui signifie qu'il peut agir à la fois comme un liquide et un solide selon le niveau de pression qui lui est appliqué. En gros, lorsque tu le touches rapidement, il réagit comme s'il était solide. Et lorsque tu le touches doucement et lentement, il réagit comme s'il était liquide. Moi, si tu me mets la pression, je fonds comme une flaque. Alors je connais bien. Les minuscules particules d'aimant à l'intérieur du slime le rendent capable de bouger. On les contrôle pour faire avancer le robot, pour le faire tourner ou prendre différentes formes, comme un C ou un O. Il peut prendre n'importe quelle direction. Et à première vue, rien ne peut l'arrêter dans sa course. Il peut se glisser dans des passages de 1,5 mm, contourner des objets et atteindre une vitesse de 30 mm par seconde. Ce qui est encore plus révolutionnaire, c'est qu'il peut s'étirer jusqu'à 7 fois sa longueur d'origine, saisir plusieurs choses simultanément et même étendre ses tentacules dans différentes directions. Il a été démontré qu'il est capable de conduire l'électricité et de rassembler des fils, ce qui lui donne la capacité de commuter et de réparer des circuits. À l'avenir, les créateurs de ce slime espèrent qu'il pourra être utilisé pour des procédures médicales, comme récupérer des objets qui sont avalés par accident. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. De plus, si l'objet avalé est quelque chose de toxique, comme une petite pile, le slime pourrait également être utilisé pour l'envelopper et empêcher les électrolytes toxiques de fuiter dans le corps. Cependant, les particules magnétiques à l'intérieur du slime sont elles-mêmes toxiques. Mais les chercheurs les ont enrobées de silice pour rendre le robot sûr lors de cette application hypothétique. La chose la plus cool à propos du robot slime, c'est qu'il a la capacité de s'auto-réparer. Cela signifie qu'il peut se régénérer si on le coupe en morceaux, sans l'aide de sources externes. Et il peut également maintenir ses capacités électriques après sa guérison. On dirait vraiment de la science-fiction. Mais tu peux te tranquilliser, le slime n'est pas conscient. Du moins pas pour l'instant. Voici la transparence dont nous avons tous besoin. Lorsque tu penses aux panneaux solaires, tu imagines immédiatement de grands carrés noirs montés sur les toits, n'est-ce pas? Eh bien, les panneaux solaires transparents vont tout changer. Les panneaux solaires créent de l'énergie en absorbant la lumière du soleil et en la convertissant en électricité. Si le matériau dont ils sont faits est transparent, cela signifie que la lumière peut passer au travers. Par conséquent, un panneau solaire transparent était autrefois une idée contradictoire. Cependant, en 2014, des scientifiques de l'Université du Michigan ont réussi à trouver une solution à cette contradiction et à développer un concentrateur solaire luminescent entièrement transparent qui peut transformer n'importe quelle feuille de verre ou fenêtre en cellules solaires. Ces concentrateurs solaires transparents sont composés de sels organiques. Ils capturent les longueurs d'onde du spectre solaire qui sont invisibles à l'œil humain, comme l'ultraviolet et l'infrarouge, et laissent passer la lumière visible normale. Ces longueurs d'onde sont ensuite guidées vers les bords de la cellule, où de fines bandes de cellules solaires conventionnelles les transforment en électricité. Les chercheurs espèrent aider à rendre l'énergie solaire abordable, donc populaire, à tel point qu'ils envisagent également d'utiliser des cellules solaires transparentes comme écran pour les smartphones ou les tablettes. Finis la course vers le chargeur quand tu vois qu'il ne te reste plus que 1% de batterie. On s'attend à ce que les panneaux solaires transparents puissent t'offrir un rendement de 10% une fois que la production de masse aura commencé. Cela ne semble pas beaucoup. Mais si ces panneaux peuvent être installés sur chaque fenêtre de chaque maison ou immeuble de bureau, imagine. Ils peuvent, à coup sûr, contribuer à changer l'avenir.
Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé.
Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il créait des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui. Si tu as vu le deuxième film Terminator, tu te souviens sans doute de ce type, T-1000. Le personnage principal, brillamment interprété par Arnold Schwarzenegger, avait pour mission de protéger Sarah et John Connor de ce robot. Il est bien plus fort que n'importe quel humain. Il peut tordre l'acier à main nue et projeter des robots bien plus gros que lui. Mais sa caractéristique la plus intéressante est sa capacité à changer de forme. Fabriqué en métal liquide, il peut se rétablir même après avoir été gravement endommagé. On pourrait dire que ce n'est qu'un film de science-fiction de plus, mais attention. Les scientifiques ont réussi à créer quelque chose de semblable au T-1000 dans la vraie vie. Ils ont inventé un matériau qui est un mélange de métaux doté de propriétés assez insensées. Matière transitionnelle en phase magnétoactive, MPTM. Le robot ressemble davantage à un modèle super minuscule, de la taille d'un Lego, de son prototype à l'écran.
Ce petit bonhomme peut fondre dans tes mains à 30 degrés Celsius et reprendre sa forme initiale. Les essais ont montré qu'il pouvait s'échapper d'une petite cellule grâce à ce super pouvoir. Le secret de ce qui ressemble à de la magie réside dans la physique. Un champ magnétique génère un courant électrique à l'intérieur de l'un des métaux dont est fait le T-1000 réel. De la chaleur est alors produite et la matière solide se transforme en liquide. Le petit robot peut également montrer d'autres talents sous l'influence des champs magnétiques. Il peut sauter 20 fois sa hauteur, tourner à 1500 tours par minute et atteindre des vitesses impressionnantes. As-tu besoin de ce petit bonhomme dans ta vie ? Il n'est pas encore possible d'acheter l'original, mais tu peux toujours te procurer une figurine ou un kit de construction du Terminator. Quant au matériau qui peut fondre et se solidifier à nouveau, il aura des utilisations plus pratiques que de divertir le public. Imagine un outil capable d'atteindre les coins les plus étroits. Il suffit de le transformer en liquide, de le laisser pénétrer dans le trou et de le solidifier à nouveau pour que le trou soit scellé. C'est le rêve de tout ingénieur. Il peut également servir de soudure sur un circuit LED, car le gallium, le métal dont il est fait, est un excellent conducteur d'électricité. Enfin, il pourrait sauver des vies en administrant des médicaments et en retirant des corps étrangers des organes des patients. Le MPTM n'est pas le premier matériau qui fera dire aux fans de Terminator « Attendez, j'ai déjà vu ça quelque part !» Voici le nitinol. Il s'agit d'un matériau super élastique qui se souvient de sa forme initiale et y revient toujours, quelle que soit la force avec laquelle on le plie. Jusqu'à présent, il a été utilisé avec succès pour fabriquer des stents. Il s'agit de petits tubes en maille qui maintiennent les artères ouvertes pour les personnes qui en ont besoin. Le nitinol remplit parfaitement cette fonction, car il peut se plier lorsqu'il le faut, à une température froide, et revenir à son état d'origine lorsqu'il est chauffé. Il est également très résistant, parfait pour durer longtemps. C'est pourquoi il est également utilisé pour fabriquer des appareils dentaires, des ressorts de montres mécaniques, des inserts pour les clubs de golf et, ce que je préfère, des cuillères qui se plient d'elles-mêmes et qui sont utilisées dans les spectacles de magie. Une autre réalité de Terminator est devenue la nôtre. L'utilisation massive de drones. Ils livrent la commande de dernière minute de ce sac dont tu as besoin pour tes vacances, prennent les meilleures images pour les journaux télévisés et le mariage de l'oncle Tim, aident les équipes de recherche et de sauvetage, transportent des aides, surveillent la faune et la flore et inspectent des parties de bâtiments autrement inaccessibles. Bon, je pense qu'il est plus facile d'énumérer ce qu'ils ne font pas. Dans la deuxième partie du film, le personnage de Schwarzenegger explique que son unité centrale est un processeur à réseau neuronal et que plus il est en contact avec des humains, plus il apprend. Si tu as envie de revoir le film pour te rafraîchir la mémoire, tu peux toujours t'en procurer une copie sur Amazon. Quoi qu'il en soit, ce dont parle le Terminator ressemble beaucoup aux réseaux neuronaux de la vie réelle, n'est-ce pas ? Ceux-ci sont modélisés un peu comme un cerveau humain. L'idée est d'entraîner l'ordinateur à effectuer des tâches en analysant des milliers d'exemples d'entraînement. Un système de reconnaissance d'objets apprend à reconnaître une voiture ou un caniche en examinant un très grand nombre d'images de ces objets et en identifiant certains modèles. Une fois qu'ils sont suffisamment entraînés, ils peuvent accomplir toutes sortes de tâches, qu'il s'agisse de prédire la météo ou la situation du marché boursier, de reconnaître des visages ou de choisir les programmes Netflix à nous recommander. Tout cela a l'air bien, mais il faut bien l'admettre, ce qui est le plus cool dans ce film, ce sont ces robots à l'apparence humaine effrayante. De nombreux robots humanoïdes sont encore à l'état de projet. Mais certains sont déjà bien vivants. Certains d'entre eux travaillent dans des usines et des entrepôts parce qu'ils sont très doués pour la logistique et la fabrication. Ils dirigent des orchestres entiers, plongent sous la mer, aident les personnes âgées. Y a-t-il quelque chose qu'ils ne savent pas faire ? Devrions-nous commencer à nous inquiéter d'être bientôt remplacés par eux ? Bien que l'IA soit de plus en plus performante, cette éventualité reste heureusement peu probable. Les machines n'ont pas encore l'intelligence émotionnelle et les capacités de prise de décision des humains. Elles sont super intelligentes, mais elles n'ont tout simplement pas la motivation nécessaire pour conquérir le monde, à moins que les humains ne leur en donnent l'ordre. Et même si un système d'IA ou une application décide de s'affranchir et de dominer l'univers, il est peu probable qu'il soit assez puissant pour le faire. Alors, il faut respirer. Une chose que ces humanoïdes ont maîtrisée, cependant, c'est le sens de l'humour. Lorsqu'un homme a abordé un robot lors d'un salon professionnel à Las Vegas pour lui demander si elle avait un petit ami, la machine a répondu qu'elle n'était malheureusement pas sur le marché, car les robots n'ont pas de relation. Se faire rejeter par l'IA, voilà bien un problème du XXIe siècle.
Ce robot qui brise le cœur s'appelait Ameca. Ses créateurs, la société britannique Engineered Arts, le qualifient de robot humanoïde le plus avancé au monde. Il est tellement détaillé et réaliste qu'il n'est pas surprenant que ce type ait voulu le draguer. Ameca possède tout un spectre émotionnel et peut manifester un étonnement et une surprise réalistes, etc. Il peut même bâiller, hausser les épaules, cligner des yeux et se gratter le nez. Les yeux d'Ameca sont équipés de caméras, ce qui lui permet de mémoriser ton visage et de le suivre. C'est pourquoi, en lui parlant, tu n'as pas l'impression de fixer l'écran d'un gadget. Il peut également détecter des objets tels qu'un doigt humain devant son visage, de sorte qu'il réagit lorsque tu t'approches de lui. Cette beauté n'est pas du tout difficile à utiliser. Fonctionne à l'aide d'un micro-logiciel basé sur l'informatique en nuage qui se met à jour tout seul. Et même une personne totalement dépourvue de connaissances technologiques peut utiliser Ameca. Pour contrôler ce robot depuis n'importe où, il suffit de se connecter à son système logiciel. Imagine que tu sois coincé dans les embouteillages et que ton robot assistant accueille tes invités et présente ton projet sans que tu sois présent physiquement. Son IA est si avancée que tu peux l'utiliser pour travailler sur 2 tâches différentes en même temps. Il peut même sélectionner une tâche plus importante et en faire une priorité. Si tu souhaites acheter un Ameca, prépare-toi à débourser plus de 100 000 $. Atlas, un humanoïde conçu par Boston Dynamics, peut monter et descendre les escaliers, sauter d'un niveau à l'autre, ramasser, porter et lancer des objets lourds à la bonne distance. Atlas peut saisir des objets à l'aide d'un doigt fixe et d'un doigt mobile. Toutes ces caractéristiques en font un assistant idéal pour les entrepôts. Sa dernière prouesse est un retournement inversé de 540 degrés sur plusieurs axes. Les ingénieurs ont eu beaucoup plus de mal qu'il n'y paraît à programmer le robot pour qu'il le fasse. Et Atlas ne se contente pas de se déplacer comme un champion de parcours. Il est également capable de planifier l'itinéraire le plus efficace pour aller d'un point A à un point B en tenant compte de l'environnement. Il se souvient également des erreurs qu'il a commises ou des obstacles qu'il a dû surmonter. Il active tous ses composants pour maintenir son équilibre. Comme tous ces composants sont imprimés en 3D, Atlas n'est pas très lourd, puisqu'il ne pèse que 89 kg pour une taille de 1,50 m. Comme ce robot intelligent est une plateforme de recherche, on ne peut pas encore l'acheter. Les ingénieurs continuent de l'améliorer et peut-être que bientôt, il pourra sortir de l'entrepôt et créer sa propre entreprise de logistique. À ce moment-là, tu ne voudras plus acheter Atlas, mais tu pourras finir par lui envoyer ton CV. Non seulement super mignon, mais aussi super utile. Boston Dynamics construit des chiens robots qui sont censés assister les humains dans la main-d'œuvre de certaines industries. Les chiens robots sont actuellement testés dans une station de pompage située dans l'ouest de l'Autriche. Ils seront utilisés comme chiens d'inspection, capables de renifler les problèmes potentiels. Non, ils ne reniflent pas littéralement, mais utilisent leurs caméras haut de gamme qui peuvent détecter toute fuite grâce à leur vision thermique. Ces robots ont déjà parfaitement fonctionné dans l'environnement contrôlé de leur atelier. La façon dont ils parviendront à travailler seuls définira l'avenir des robots dans le monde du travail. Un centre de contrôle situé à 30 minutes de là contrôle à distance l'entreprise autrichienne et gère également 20 autres usines. Aucun humain ne travaille dans ces installations, à l'exception d'une personne qui se rend sur place afin de s'assurer que tout se passe bien. Les robots sont chargés d'inspecter des tâches encodées par une société de logiciels appelée Energy Robotics. Boston Dynamics a fourni le matériel, c'est-à-dire les robots. Les gens d'Energy Robotics écrivent le code pour rendre ces robots intelligents. Les chiens robots devraient se débrouiller parfaitement seuls, car ils disposent d'un système de navigation et d'évitement des obstacles intégré. Les codes sur lesquels ils travaillent peuvent permettre aux chiens d'étudier l'ensemble du site et de s'y diriger sans tomber ni se cogner la tête partout. Il s'agit essentiellement de dire aux chiens de se rendre sans problème à un certain point, de prendre une photo de quelque chose et de la renvoyer aux opérateurs. Ce qui est génial, c'est que les robots programmés par Energy Robotics ne sont pas télécommandés. Ils sont automatiquement programmés pour effectuer leurs tâches par eux-mêmes. On leur apprend à effectuer une tâche et à la répéter tout au long de la journée. L'avantage d'utiliser ces toutous est qu'ils peuvent se promener tranquillement dans des environnements toxiques et radioactifs chaque fois que cela est nécessaire. Ils peuvent également apprendre à détecter si quelqu'un a été blessé ou a eu un accident, puis avertir le centre de contrôle. Le robot peut travailler jusqu'à 12 heures
en effectuant des inspections avec des intervalles de 60 minutes de marche et 60 minutes de recharge. Il retourne tout simplement à sa station de recharge et s'assoit pour se reposer comme un bon petit toutou. Il dispose d'un accéléromètre intégré qui lui permet de savoir s'il est en mouvement et de capteurs de rotation dans ses articulations qui peuvent déterminer la répartition de son poids. S'il a l'impression de basculer en avant, le programme lui indique rapidement d'orienter son poids vers l'arrière pour garder l'équilibre. Il est équipé de caméras sur 4 côtés afin de voir où il peut marcher. Boston Dynamics fournit également un joystick inspiré de celui de la Xbox. Alors si tu es fan de jeux vidéo, ce robot est parfait pour toi. Boston Dynamics conçoit des robots qui permettent à tout acheteur d'ajouter des modules supplémentaires pour son activité. Par exemple, si tu veux créer un modèle 3D de l'intérieur d'un bâtiment, tu peux fixer un capteur sur le dos du chien qui peut faire le travail pour toi. L'usine en Autriche n'est pas dangereuse, mais elle n'est pas pratique pour les personnes qui s'y rendent en voiture, surtout en période enneigée. Les routes de montagne deviennent trop risquées, voire inaccessibles. Cette installation et ses couloirs ont été conçus pour que des humains y travaillent. C'est pourquoi ils doivent faire appel à des robots capables de manœuvrer dans un environnement humain, plutôt que d'employer des robots spécialisés dans une tâche spécifique. Et c'est là tout l'intérêt de faire travailler des robots. Ils sont censés être conçus en vue de leur tâche. Tu ne verras pas un humanoïde travailler dans une usine d'assemblage de pièces, il y a des bras robotisés pour faire ça. Boston Dynamics abrite également Atlas, un humanoïde qui peut te surpasser en gymnastique. Il peut courir, porter des objets, sauter, danser et même faire des sauts périlleux arrière. Car on peut toujours avoir besoin d'un saut périlleux arrière dans un entrepôt, n'est-ce pas? Il mesure environ 1,50 m et pèse environ 86 kg. Il fonctionne sur batterie et possède un ensemble impressionnant de systèmes hydrauliques pour se maintenir en équilibre. Il est équipé d'un ensemble de caméras et de capteurs de profondeur reliés à son système de contrôle, qui est surveillé et contrôlé par quelques ordinateurs sous la supervision d'humains. En regardant leur atelier, on pourrait penser qu'il s'agit d'une sorte de gymnase dédié au parcours, mais tout est là pour entraîner le robot à franchir des obstacles difficiles. En plus des saltos arrière, le robot peut sauter de plateforme en plateforme. Il peut tenir compte de l'environnement et établir un plan avec des objectifs à court et à long terme, pour aller d'un point A à un point B. Il se souvient également des faux pas ou des obstacles qu'il a dû surmonter. Il est facile de contrôler ou de programmer le robot pour qu'il effectue une tâche simple, mais le principal défi pour lui est d'arriver à effectuer plusieurs tâches complexes en même temps et de les répéter. Atlas déplace tous ses composants pour maintenir son équilibre, notamment lorsqu'il effectue une tâche complexe, comme un saut périlleux arrière. Il peut sauter par-dessus un obstacle et utiliser son bras pour garder le contrôle et faciliter son atterrissage. C'est un travail fastidieux de le surveiller et de le voir tomber sans cesse, mais c'est ainsi que les ingénieurs le perfectionnent. Ils lui apprennent également à se relever tout seul lorsqu'il tombe sur la tête. Une équipe se consacre à la conception du logiciel afin que l'on puisse voir ce qu'il peut faire par programmation. L'équipe chargée du matériel est responsable de la création des mises à jour d'Atlas. Les techniciens déboguent et réparent tout ce qui se casse. L'équipe des opérations répare le parcours d'obstacles lorsqu'un robot se heurte à quelque chose et étudie également la disposition des lieux pour que le robot effectue une démonstration ou une course. Engineered Arts a mis en circulation le robot le plus réaliste et le plus expressif du marché à la fin de l'année 2021. L'entreprise est connue pour créer des robots humanoïdes pour le divertissement, les centres scientifiques, les parcs à thème et les entreprises. Elle l'a baptisé Ameca. Et il a de quoi te filer la chair de poule. Il est tellement détaillé et réaliste qu'il ressemble à un véritable être humain se réveillant d'un profond sommeil. Ils ont choisi la couleur grise pour éviter toute controverse et ont fait en sorte qu'il ne soit pas sexué. Contrairement à Atlas, qui n'a pratiquement pas de visage, Ameca est semblable à une vraie personne lorsque tu le regardes ou quand tu lui parles. Il a une variété d'expressions qui ressemble étrangement aux nôtres et ne dépend pas exclusivement de la parole pour communiquer. Pour les ingénieurs et les concepteurs, tout l'intérêt d'un humanoïde est de le faire fonctionner de manière fluide et d'éviter qu'il ne ressemble trop à un robot.
Cela signifie qu'il ne doit pas s'exprimer en phrases monocordes sur des sujets banals. Il ne se déplace pas encore, mais il s'appuie sur une combinaison d'IA et d'ingénierie robotique. Sa communication est non-verbale, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur ses expressions et ses gestes. Il n'a pas besoin de poser des questions complémentaires ou de te fixer avec un regard vide s'il ne comprend pas ce dont tu lui parles. Au lieu de cela, tu as l'impression de parler à un être vivant. L'IA est programmée pour tirer parti des opérations du système de vision, de la reconnaissance des visages, de la reconnaissance vocale et du clonage de la voix. Elles permettent à Ameca de se démarquer des téléphones et autres gadgets en vie. Les petits génies ont conçu un micro-logiciel basé sur le cloud qui peut être mis à jour avec des réparations et des fonctionnalités logicielles, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en technologie pour l'utiliser. Grâce à ce logiciel, tu peux modifier le comportement du robot de n'importe où dans le monde. Tu peux accéder au logiciel appelé Tritium à partir d'un navigateur web au moyen d'une simple connexion. Tu peux pimenter ton Ameca en te rendant au travail, t'adresser à un public à distance et consulter les diagnostics du système depuis Engineered Arts. L'intelligence artificielle du robot est si avancée que tu peux l'utiliser pour travailler sur 2 tâches différentes en même temps. Il comprendra même quelle tâche est la plus importante et laquelle peut attendre. Au-delà de ce logiciel top niveau, le matériel est tout aussi impressionnant, avec des capteurs, des caméras, des microphones et des systèmes d'encodage de position intégrés. Tu peux voir l'interface du capteur en temps réel depuis ton appareil et surveiller le temps de réponse et les interactions. Fonctionnel et beau à la fois. La bonne nouvelle, c'est que tu peux d'ores et déjà mettre la main sur l'un de ces robots puisqu'il est disponible au public. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils coûtent plus cher qu'une voiture. Ils les vendent pour plus de 133 000 $. Ouais, bon, on dirait que je ne vais pas m'acheter d'Ameca de sitôt. Imagine-toi là, à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Tu es entouré de parois, même si tu n'en as pas l'impression. Car tu te trouves bien dans un avion. Mais si tu regardes en bas, tu peux voir l'océan. Au-dessus, il y a le ciel. Et sur les côtés, les nuages. Et oui, tu vois à travers les murs. Tu n'es pas un super-héros, calme-toi. C'est juste que ces parois sont transparentes. Néanmoins, lorsque tu regardes attentivement, tu peux distinguer les bords de ces murs, ce qui signifie que tu te rappelles constamment que tu voles dans un avion et que tu n'es pas en train de flotter dans les airs et encore moins de tomber. Le paysage s'ouvre à toi, tu peux même distinguer un peu de la courbure de la Terre vue d'ici. Nos avions ne sont toujours pas transparents à ce jour. Ils sont faits de ce bon vieil aluminium. Ces parois sont robustes et elles nous offrent une sécurité efficace. L'expérience de voler dans un avion transparent nous donnerait l'impression que c'est nous qui volons, comme des aigles planant dans le ciel. Imagine un avion ordinaire. Des parois en aluminium, de grandes ailes, un avion suffisamment gros. Maintenant, tu vois les hublots ? Élargissons-les un peu. Ok, ils sont maintenant larges comme les fenêtres que l'on peut voir dans les trains. Donc quand on regarde à travers, on peut voir plus de choses. Mais retire ces fenêtres. L'avion est maintenant une énorme boîte sombre. Sur le côté, insérons une gigantesque fenêtre qui ira du sol au plafond. Et de la queue de l'avion jusqu'au cockpit. Pareil pour l'autre côté. Cela offrirait déjà un énorme paysage panoramique. En fait, tu aurais même besoin d'une paire de verres fumés pour ne pas être aveuglé par le soleil. Imagine-toi en train de faire un saut en parachute. Bien que cela puisse être effrayant, cette expérience offre un point de vue inégalé. Tu enfiles ton parachute, tes lunettes de sécurité, une tenue adéquate, et tu es prêt pour le grand spectacle. Eh bien, le paysage que tu verrais depuis un avion transparent serait assez similaire, mais sans les risques ou les sensations terrifiantes. De plus, quand tu sautes en parachute, tu ne fais que descendre. Alors que dans un avion transparent, tu verrais tout le spectacle tranquillement assis dans ton siège, et volant à une altitude constante. Ok, ce serait difficile de rendre les moteurs et les ailes transparents. Il y a tout un système délicat à l'intérieur que nous ne pouvons pas toucher. Mais disons que le fuselage de l'avion, là où se trouvent les passagers, soit transparent. En regardant autour de toi, tu ne verrais aucune paroi. Te voilà à l'aéroport,
prête à embarquer. L'avion dans lequel tu vas monter est transparent. Tu montes dans le bus qui t'emmène à l'avion. Ce dernier est spectaculaire. Son corps est transparent, mais les ailes sont blanches. Tout comme la queue et le cockpit. Avant d'embarquer, tu remarques que tu peux distinguer la forme entière de l'avion, et pas seulement les parties opaques. En effet, même si cet avion est totalement transparent, il dévie la lumière qui le traverse. Prenons l'exemple de ce verre d'eau. Il est posé sur une table et tu le vois très clairement. Cependant, tu ne vois en fait que ce qui se trouve derrière ce verre, mais de manière déformée. C'est à cause de la réfraction de la lumière. Cela signifie que ton cerveau est capable de déduire la présence et la forme du verre grâce à la distorsion, tout comme il le fait pour cet avion. Lorsque tu entres, même les sièges sont transparents, afin de ne pas perturber l'immersion du voyage. Néanmoins, pour que les gens les voient mieux, ils sont délimités par de la peinture noire. En fait, tous les objets nécessaires ou importants le sont. Si tu as le vertige, ce voyage risque de ne pas te plaire. L'avion est sur le point de décoller et la lutte pour avoir les sièges côté hublot ou pour essayer de regarder par-dessus l'épaule du voisin est terminée. L'avion tout entier est une fenêtre. Tu décolles. Tu sens l'avion bouger. Tu regardes en bas et tu as l'impression que les bandes blanches sur la piste se déplacent de plus en plus vite. Tu prends de la vitesse et soudain, tu quittes le sol. Ton cœur se met à battre un peu plus vite. Tu es tout excité. Tu es maintenant dans les airs et tu peux voir absolument tout. Les oiseaux qui volent à la même altitude que ces avions pourraient avoir du mal à les voir. Et pas seulement les oiseaux, mais aussi les autres pilotes. Si la majeure partie des avions deviennent transparents, qui dit que les pilotes seront capables de les voir d'aussi loin? Ils devront se fier aux communications et à leurs radars. Ce serait donc plus de travail pour le personnel des tours de contrôle. Et si au lieu de parois transparentes, des écrans remplaçaient les murs et les hublots? Tout d'abord, cela signifierait des avions moins lourds que les avions ordinaires. Ça voudrait aussi dire moins de carburant. La question de savoir s'ils pourraient supporter la pression pourrait se poser. Et il faudrait probablement développer une meilleure technologie. Il serait aussi plus aérodynamique, puisque la moindre aspérité de la surface crée de la résistance. Avec des écrans à la place des hublots, tu pourrais voler n'importe où, mais tout en choisissant l'endroit où tu veux être. Imagine ceci, tu traverses l'océan à bord de ton jet privé. C'est un beau spectacle, mais tu l'as vu des dizaines de fois, car ce n'est pas ton premier vol en avion transparent. Tu aimerais être à Paris en ce moment. Et comme c'est ton jet, c'est toi qui décides. Tu appuies sur un bouton et tu te retrouves soudain en plein cœur de Paris, face à la Tour Eiffel. Cool! Mais maintenant, tu veux regarder un film. Tu prends la télécommande et tu appuies juste sur « Lecture ». Maintenant, toute la paroi fonctionne comme un grand écran LCD qui diffuse les programmes de ton choix. Comme il s'agit d'écran, ton avion pourrait même être équipé d'un logiciel qui te permette de faire tout ce que tu ferais normalement sur un ordinateur. Tu décolles à 13h, mais tu as une réunion importante à 14h. Dans cet avion, pas de problème. Il te suffit d'ouvrir une application de visioconférence sur ton écran mural, de configurer un arrière-plan professionnel, et c'est parti. Et avec un bon casque, le bruit que fait l'avion en vol sera à peine perceptible. C'est comme si tu étais dans un bureau qui se trouve à quelques milliers de mètres d'altitude et qui se déplace à une vitesse fulgurante. Et qui sait, peut-être que dans un avenir lointain, ces avions transparents deviendront réels. Et qu'ils pourront également choisir quand ils deviennent visibles ou non en appuyant sur un bouton. Et les voitures transparentes? Elles pourraient déjà être fabriquées. Une entreprise a déjà fabriqué une voiture en plexiglas. Le but était de montrer certaines caractéristiques de sécurité à l'intérieur de la voiture. Et cela a parfaitement fonctionné. L'extérieur du véhicule était entièrement transparent et on pouvait voir le moteur, les dispositifs de sécurité, les airbags, les sièges et différents composants de la voiture. Si tu loues une maison de verre dans l'un de ces endroits où les gens aiment s'immerger dans la nature, tu découvriras des paysages incroyables, tout aussi beaux que dans un avion transparent. À certains endroits, les vues uniques du ciel nocturne sont inestimables. Elles se fondent également dans l'environnement, laissant le paysage presque intact.
Tu connais ces lacs cristallins comme le lac Moraine au Canada ou le Blue Lake en Nouvelle-Zélande? C'est le lac le plus limpide du monde et il offre des vues absolument époustouflantes. Une promenade en kayak sur ces lacs semblerait tout à fait appropriée. Et pourquoi pas un kayak transparent? Ils existent déjà aujourd'hui. Avec eux, tu peux voir tout ce qui se trouve en dessous de toi. Assis sur un tel kayak, en regardant en bas, tu pourrais réaliser à quel point l'eau est cristalline. Tu pourrais distinguer chaque petit détail sous l'eau. Tu verrais les poissons clairement, chaque caillou, chaque roche, jusqu'au moindre petit grain de sable. Tu voyages en train et tu entends les roues cogner contre les rails. Mais soudain, le train s'élève et prend de l'altitude. Aucun des passagers ne crie de panique, car c'est devenu une habitude. Eh bien, peut-être pas encore, mais cela pourrait devenir notre réalité d'ici peu. La société AK Technologies développe ce type de projet. Son objectif est de réduire la durée des voyages et de les rendre plus confortables. Pour voyager aujourd'hui, il faut aller à l'aéroport, y passer quelques heures à l'enregistrement et au contrôle de sécurité. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras monter dans l'avion. Lorsque l'avion atterrit, tu dois à nouveau passer par les contrôles standards de l'aéroport, puis te rendre en ville. Ce n'est qu'après que ton voyage est terminé. Cela signifie que tu utilises au moins 3 types de transports différents. Mais avec Click and Fly d'AK Technologies, tu peux rejoindre ta destination sans aucun transfert. C'est un train de la taille d'un Airbus A320. Il est aussi long que 4 bus scolaires et peut accueillir environ 162 passagers. Comme c'est un train, il peut circuler sur les voies de métro jusqu'au centre-ville. Ainsi, lorsque tu commences un voyage, il te suffit de gagner la station de métro la plus proche. Une fois que tu es dans le train, il te conduit à l'aéroport le plus proche. Et c'est là que commence la partie amusante. Le train fait un arrêt rapide pour fixer les ailes et les réacteurs. Donc à présent, ton train a une envergure aussi large qu'un terrain de football. Les moteurs démarrent, le train accélère et décolle. Après l'atterrissage du train volant, les ailes se détachent à nouveau. Et te voilà en route pour le centre-ville et ta destination. Sans transfert, sans avoir à attendre un taxi. Et encore une fois, tu peux descendre à n'importe quelle station de métro. Les avions Transformers qui peuvent circuler dans la ville sont un futur lointain. Pour l'instant, cette société développe une solution plus simple pour réduire la surcharge des aéroports. Au lieu d'avoir un avion garé juste à côté de la porte d'embarquement, les passagers embarqueront dans le fuselage de l'avion à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport. Le fuselage sera ensuite tiré sur la piste et les ailes avec les moteurs ainsi que le cockpit avec les pilotes seront mises en place. Et voilà, l'avion est prêt à décoller. Grâce à ce système, l'embarquement et le décollage seront 30 minutes plus rapides qu'auparavant. L'entreprise prévoit de fabriquer différents types de fuselages amovibles. Pour les vols courts, ils auront une capacité d'environ 160 personnes. Il y aura des cabines à double étage pour les vols long courriers et les vols de plus grande capacité. Les cabines VIP peuvent être personnalisées comme un jet privé. Et si on enlève tous les sièges, la cabine peut servir d'avion cargo. Link and Fly dispose d'un système de sécurité spatiale au cas où la cabine se séparait des ailes pendant le vol. 3 parachutes à l'avant et 3 à l'arrière de la cabine se déploient automatiquement. Il existe également des fusées de freinage qui permettent de réduire rapidement la vitesse. De cette façon, le fuselage pourra descendre lentement et en toute sécurité. Quelques secondes avant de toucher le sol, la cabine lancera des airbags fixés au bas de fuselage pour un atterrissage le plus doux possible. Une autre opération pour voyager plus rapidement est l'Airbus Pop-up. Il s'agit d'une sorte de taxi qui peut se déplacer par la route et par les airs. À l'avenir, tu pourras simplement commander un tel taxi à partir de ta tablette, de ton téléphone ou même de tes lunettes intelligentes et attendre l'arrivée du véhicule. La voiture elle-même se compose d'une capsule pour passagers de la moitié de la taille d'une berline moderne. Elle peut accueillir 2 personnes et possède un design et une interface futuriste. La deuxième partie est le module terrestre. Il s'agit du châssis et des roues permettant de rouler sur des routes conventionnelles. Tu montes dans le module et ensuite, l'intelligence artificielle fait tout le travail à ta place. Elle dirige la voiture en toute sécurité et te conduit à ta destination. Lorsque tu sors de la cabine, le véhicule avec le module terrestre est envoyé à la station de recharge la plus proche. Pour plus de commodité, les stations de recharge seront réparties dans toute la ville, de sorte que tu n'auras pas à attendre longtemps un taxi. Mais si ta destination est plutôt lointaine, un trajet plus intéressant t'attend. Comme dans le premier cas, tu montes dans un module sur roue. Le module terrestre t'emmène au site de décollage le plus proche. Là, la capsule est attachée au mode aérien. Ce truc ressemble à un drone géant.
Il accroche la capsule du passager et s'envole, séparant la capsule du module terrestre. Maintenant, c'est un taxi volant. Tu peux apprécier la beauté de la ville d'en haut, puis tu atterris sur une plateforme spéciale. La capsule se reconnecte avec le module au sol et tu vas à ta destination pendant que le module aérien se recharge pour le prochain voyage. Les fusées pourraient être une autre révolution dans les voyages longue distance. Pour l'instant, nous ne les utilisons que pour aller dans l'espace. Mais à l'avenir, elles pourraient remplacer complètement les avions. Disons que tu vas de New York à Shanghai, qui se trouve de l'autre côté de la planète. La plateforme de lancement de la fusée peut se trouver sur l'eau, quelque part dans la Lower New York Bay. Tu montes à bord d'un ferry qui t'emmène jusqu'à la fusée. Une fois que tu es arrivé, tu prends place avec les autres passagers. Compte à rebours, inition. La fusée décolle et atteint l'espace. Elle se déplace maintenant à environ 27 031 km/h. Une fois en orbite, le lanceur se détache de la fusée et retourne à la station d'atterrissage. Là, il sera ravitaillé et préparé pour le prochain lancement. À ce moment, la fusée transportant les passagers utilisera son propre moteur pour voler autour de la Terre. Elle rentre dans l'atmosphère et atterrit sur une plateforme sur l'eau près de Shanghai. Le vol ne dure que 39 minutes, contre les 15 heures nécessaires à un avion classique. Mais il y a un inconvénient à ce genre de voyage. Une fusée fait beaucoup plus de bruit et les plateformes d'atterrissage doivent être situées loin des villes. Cela augmente la durée du voyage. L'autre problème est la force G. Debout sur le sol, tu ressens un G. Lorsque tu décolles dans un avion normal, tu ressens environ 1,5 G. Mais lorsque tu voyages en fusée, la force G que tu vas ressentir sera 2 fois plus importante. Et si elle atteint 3G, 5G, tu t'évanouiras. Retour au sol. En 2010, le nombre de voitures dans le monde a dépassé le 1 milliard. Et d'ici 2030, ce nombre devrait doubler, 2 milliards. Nous devons donc lutter contre les embouteillages constants sur les routes. Le bus surélevé pourrait être une excellente solution à cet égard. Cette chose ne ressemble pas vraiment à un bus. Il a une largeur de 2 voies et peut être composé de plusieurs voitures. Ce type de bus pourra transporter jusqu'à 1200 passagers jusqu'à sa capacité maximale et il circulera sur les routes normales. Nous devrons équiper les routes le long de son parcours de rails des 2 côtés. Le bus surélevé lui-même se déplacera à environ 1,5 mètres au-dessus de la route. C'est comparable au fait de monter au 2e étage d'un bus à 2 étages de Londres. Et ça ne gênera pas la circulation sur la route. Les voitures normales pourront toujours circuler. Le bus élevé sera entièrement électrique et piloté par un pilote automatique. Son toit comportera une grande surface entièrement recouverte de panneaux solaires. Par temps nuageux, il sera alimenté directement par les rails. L'embarquement des passagers se fera dans les stations spatiales situées en surface. En cas d'urgence, une rampe gonflable sera installée au milieu du bus. Ainsi, les passagers pourront quitter le bus en toute sécurité. Certains concepts de ce type de bus suggèrent même que les supports avec les roues devraient pouvoir se lever. Par exemple, pour contourner un obstacle. Si une voiture tombe en panne sur le chemin du bus surélevé, celui-ci soulèvera un support de roue, avancera et redescendra les roues sur les rails. Il fera ensuite de même avec le support arrière. De cette façon, le bus pourra se déplacer dans la ville à une vitesse d'environ 59,5 km/h. C'est plus rapide que de conduire dans un embouteillage. Les tunnels constituent une autre option pour éviter le trafic. Tu pourrais les emprunter avec ta propre voiture. Un hypothétique système de tunnels sous les grandes villes aurait plusieurs points d'entrée. Tu conduirais ta voiture sur une plateforme spéciale. Et la plateforme descendrait ensuite. Elle accélérerait dans le tunnel à 200 km/h. Tu serais capable d'aller à l'autre bout de la ville en quelques minutes seulement. La plateforme ramènerait alors ta voiture à la surface et tu continuerais à rouler jusqu'à ta destination finale. Les tunnels peuvent également représenter l'avenir des déplacements entre les villes. Il faudrait d'abord arriver à une sorte de gare. Là, tu monterais dans une capsule de passagers. Ces capsules pourraient contenir 4 à 6 passagers. Puis, elles suivraient le tunnel, s'amarreraient à un groupe de modules et se connecteraient à la capsule de transport. Des pompes spéciales aspireraient l'air du tunnel. Et la capsule de transport se déplacerait dans un vide presque total. Théoriquement, ce train serait capable d'atteindre des vitesses supérieures à celles des avions commerciaux et même à la vitesse du son. Ainsi, il faudra seulement 3,5 heures pour aller de New York à Los Angeles, contre 6 heures pour un avion classique. Après avoir atteint sa destination, la capsule de transport s'ouvrirait et les modules de passagers arriveraient à station. À l'avenir, ces cabines pourraient voyager même sur les routes conventionnelles. Il te suffirait donc de commander une capsule de transport de passagers à ton domicile, comme un taxi. Ainsi, tu aurais la possibilité de traverser les États-Unis d'un bout à l'autre du pays sans aucun transfert.
Nous sommes en 2045. Tu arrives à l'aéroport et on te scanne le visage avec un appareil biométrique qui remplace ta pièce d'identité ou ta carte d'embarquement. De sympathiques robots récupèrent tes bagages et t'accompagnent vers ta porte d'embarquement. Tu fais quelques achats en duty-free en réalité virtuelle et tu fais la queue pour monter à bord du Flying V. Tu as sélectionné ton siège préféré dans la deuxième cabine. Là, tu peux choisir entre un siège ergonomique ou un lit, même en classe économique. Tu passes devant la section des sièges de groupe où des amis ou des collègues peuvent s'asseoir face à face et discuter. Tu prends un vol long courrier aujourd'hui, alors tu as opté pour un lit pour être à l'aise et arriver reposé à destination. Avec le Flying V, tu ne peux pas choisir de t'asseoir à côté de l'aile puisque tous les passagers sont assis directement dans les ailes. La soute à bagages et les réservoirs de carburant sont aussi situés là. L'avion ressemble à une pointe de flèche, avec deux ailes qui s'étendent en forme de V derrière le cockpit. La cabine ovale est pressurisée et possède un design aérodynamique. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'avion est rendu aussi léger que possible. Grâce à cela, il est plus économe en carburant que les autres aéronefs. L'idée de ce nouvel appareil révolutionnaire est venue à un étudiant qui travaillait sur sa thèse à l'Université technique de Berlin. Elle a ensuite été développée par l'Institut technique de Delft, aux Pays-Bas, et soutenue par la compagnie KLM, Royal Dutch Airlines. Ils ont décidé de rendre les vols longue distance plus écologiques. Le Flying V partage de nombreuses caractéristiques avec l'Airbus A350, l'avion le plus avancé qui soit en 2021. Il peut accueillir 314 passagers et embarquer 48 mètres cubes de fret. Il est plus petit et plus court que l'A350, mais a la même envergure de 65 mètres, soit légèrement plus que la hauteur de la tour de Pise. Cela signifie qu'il peut entrer dans les mêmes portes, pistes et hangars déjà existants dans les aéroports du monde entier. Il a moins de surface d'entrée, ce qui signifie moins de résistance. Moins de résistance signifie moins de carburant nécessaire pour la même distance. 20% de moins qu'un Airbus A350 pour être exact. Mais ce n'est pas tout. KLM prévoit de le rendre complètement exempt d'émissions grâce à des turboréacteurs à propulsion électrique. Ils pensent aussi qu'il pourrait maintenir des coûts de fabrication assez bas par rapport à d'autres designs inhabituels et efficaces, et ça au moyen de composants uniques. Les experts ont testé un modèle réduit de 3 mètres et 23 kg du nouvel avion en juillet 2020. Ils l'ont contrôlé à distance, ont réussi à le faire décoller à une vitesse plutôt réduite, mais il a connu un atterrissage délicat. Cela signifie qu'il y a encore du travail à faire pour que les futurs vols soient confortables pour tous les passagers, y compris ceux assis près des côtés de l'avion. Airbus a passé des mois à tester un autre avion de forme inhabituelle. Il ne fait que 3 mètres de large, soit environ les 3/4 de la longueur d'une coccinelle Volkswagen. Il ressemble à un coin volant et pourrait amorcer une révolution dans l'industrie aérospatiale en améliorant significativement ses performances environnementales. On estime que le Maverick télécommandé avec un design à aile mixte a un grand potentiel. Le fuselage des avions ordinaires est essentiellement un poids inutile et a besoin d'ailes massives pour rester en l'air. Avec le nouveau design, la cellule entière donne de la portance. Cela signifie que l'avion peut être plus léger et plus petit tout en gardant le même poids. Un problème potentiel avec le Maverick pourrait être l'embarquement et le débarquement de l'avion. La large section centrale pourrait ralentir le processus et les passagers au milieu seraient coincés des sorties de secours en cas d'urgence. D'un autre côté, cela donnerait aux passagers de l'espace supplémentaire pour les jambes et des allées plus larges. Une autre invention d'Airbus est un avion XLR avec un 3e réservoir de carburant qui pourra voyager jusqu'à 10 heures sans avoir besoin de faire le plein, soit 8700 km sans s'arrêter. Cela représente 1600 km de plus que les autres modèles à fuselage étroit. Boeing a passé des années à travailler sur son propre concept révolutionnaire, le Transonic Truss Braced Wing. Cet avion a des ailes pliantes de 52 mètres de long, plus longues qu'un avion de ligne moyen. C'est possible grâce au treillis utilisé dans la construction de l'avion qui soutient ses ailes extra longues et ultra fines. Cela rend aussi l'avion plus aérodynamique et permet d'augmenter sa vitesse de croisière jusqu'à celle de certains jets. Le nouveau design aura besoin de 9% de carburant en moins que les avions ordinaires. Il pourrait même fonctionner sur batterie pour les vols de courte distance et utiliser partiellement l'énergie électrique afin d'obtenir la poussée nécessaire pour les distances plus longues. Passer à un hybride essence-batterie électrique permettrait de rendre les vols moins chers.
une start-up de Denver, appelée Boom, ambitionne de produire le premier jet supersonique civil après la fin du Concorde, il y a presque 2 décennies. Elle s'est associée à Rolls-Royce pour développer les moteurs du futur avion. Il volerait à 2 fois la vitesse du son, mais serait plus lent au-dessus de la Terre. Il emmènerait quand même les passagers de la côte est des États-Unis à Londres ou de la côte ouest à l'Asie en 2 fois moins de temps qu'actuellement. Ils promettent que les tarifs ne seront pas beaucoup plus élevés que les billets ordinaires en classe affaires, avec en prime des fenêtres surdimensionnées pour tous les passagers. Boeing a conçu le plus grand biréacteur du monde pour les lignes internationales longue distance, le Boeing 777X. Il est censé transporter entre 384 et 426 passagers et sera doté d'une aile pliante unique. Elle se pliera à angle droit pour faire entrer le large corps de l'avion dans les espaces d'amarrage étroits des aéroports. L'avion aura une cabine plus large, des fenêtres à variateur de lumière et des compartiments de rangement supérieurs surdimensionnés. Certains designers et ingénieurs aéronautiques ont expérimenté des concepts d'avions sans aucune fenêtre. L'un d'entre eux, appelé Ixion, a des murs de cabine tapissés d'écrans flexibles haute définition qui projettent des images vidéo à 360 degrés et en temps réel de ce qui se passe à l'extérieur de l'avion. 2 caméras montées sur les ailes de celui-ci captureraient l'image. Les écrans sont censés être à basse tension et alimentés par des panneaux solaires disposés sur le toit de l'avion. Il pourrait aussi utiliser la technologie de parallaxe pour diviser l'écran et permettre aux passagers de voir différentes vues en même temps. 2 bandes courant le long du corps de l'avion fourniraient la climatisation et l'éclairage de la cabine. Les jets privés sans fenêtre du futur pourraient avoir des écrans haute définition programmés par les passagers à l'aide de leur téléphone portable, leur permettant de choisir ce qu'ils veulent voir de chaque côté du jet. La suppression des fenêtres réduirait le poids de l'avion et donnerait plus de flexibilité à la conception intérieure. Cela minimiserait aussi le bruit du moteur en isolant le fuselage et rendrait aussi l'avion plus sûr sans les trous nécessaires pour installer les fenêtres. La seule exception serait la fenêtre du cockpit pour les pilotes. Airbus prévoit de repenser l'intérieur des avions avec des zones permettant aux passagers de réaliser différents types d'activités. Une zone pour les réunions d'affaires, une autre pour socialiser ou jouer au golf et à d'autres jeux en réalité virtuelle. Les écrans de la zone communautaire pourraient être connectés aux appareils des passagers, leur permettant de contrôler ce qui s'affiche à l'écran et de faire des présentations. Il pourrait aussi inclure une zone revitalisante où les passagers pourront s'asseoir et se détendre dans un siège intelligent qui offrira divers plaisirs, du massage mécanisé à l'aromathérapie. Il y aura aussi plus d'avions avec des cabines de couchage individuelles, des douches et des sections bars, et même des zones de spa grandeur nature. Airbus prévoit de construire des lits pour les passagers de la classe économique dans les soutes à bagages. Il s'agira de modules passagers de la même taille et de la même forme que les conteneurs de fret. Les compagnies aériennes pourront les charger à bord pour les vols long courriers et les retirer pour les vols plus courts ou lorsqu'elles auront besoin d'un espace cargo supplémentaire. Les modules ressembleront un peu à des chambres d'auberge de jeunesse haut de gamme avec des surfaces blanches brillantes et des rideaux pour l'intimité. Les passagers de la classe économique pourront louer un lit pour un montant moindre que le prix d'un billet de classe affaires. Ils pourront y rester en permanence, sauf pendant le décollage et l'atterrissage, ou louer une couchette pour la moitié du temps sur les vols de 12 heures et plus. Les grands avions ont déjà des lits superposés pour les membres d'équipage, pour leur permettre de se reposer pendant les vols long courriers. À l'avenir, ils pourraient aussi utiliser les soutes pour accueillir des salons, des salles de conférence, des zones médicales et des zones de jeu pour les plus jeunes passagers. Des modules interchangeables pourraient remplacer les sièges ordinaires. Certaines compagnies aériennes expérimentent un programme Meet and Seat. Il te permet de partager ton profil de réseaux sociaux avec les autres passagers de ton vol. Tu peux choisir quelqu'un à côté de qui t'asseoir en fonction de tes intérêts professionnels ou personnels ou simplement de tes goûts. Cette option pourrait s'étendre à d'autres transporteurs dans un avenir proche. Tu te tiens sur le toit d'une tour de contrôle à l'aéroport. Tu vois un énorme avion qui se prépare à atterrir. Il passe en trombe au-dessus de ta tête, mais tu n'entends que le sifflement du vent. Le premier bruit que fasse l'avion est le rèclement des pneus sur l'asphalte. La raison en est que cet avion géant fonctionne à l'électricité. Il n'a pas besoin de brûler des tonnes de carburant. Et le bruit qu'il fait en survolant la ville n'attire pas l'attention des passants. Mais les ingénieurs prévoient que les avions entièrement électriques n'apparaîtront pas avant 2 bonnes décennies. Pour l'instant, le 787 Dreamliner, qui peut transporter 310 passagers et qui n'émet aucune pollution, reste un doux rêve pour les concepteurs. Remontons le temps jusqu'à il y a 140 ans.
En 1883, un passionné d'aviation français a réalisé le tout premier vol électrique. Il a équipé son dirigeable d'un moteur à l'électricité. Le problème était que ce moteur pesait autant qu'une grosse moto. Le dirigeable ne pouvait donc pas voler sur de longues distances, ni transporter de nombreux passagers. Bon, revenons à notre époque. Le problème du poids des moteurs et des batteries n'est toujours pas résolu. Un demi-kilogramme de carburant ordinaire pour avion contient 60 fois plus d'énergie qu'un demi-kilogramme de batterie, même la plus avancée. Il faudrait donc multiplier par 60 la contenance du réservoir de l'avion et le remplir de batterie. Mais voilà, l'avion est devenu bien plus lourd et il peut à peine décoller. Nous devons donc en retirer beaucoup de choses nécessaires, comme plusieurs rangées de sièges, les toilettes et toutes les boissons et collations, afin d'alléger un peu son poids. Maintenant, on installe d'autres batteries dans tous les endroits vides. L'avion est conçu pour décoller avec un réservoir plein et atterrir presque à vide. Sinon, son train d'atterrissage ne supporterait pas la charge et se briserait au contact du sol. Donc si l'avion doit effectuer un atterrissage d'urgence juste après le décollage, il devra tourner au-dessus de l'aéroport jusqu'à ce qu'il ait consommé suffisamment de carburant. Il n'est autorisé à atterrir que lorsqu'il a atteint un certain poids. Mais avec des batteries, le poids de l'avion ne changerait pas pendant le vol. Les concepteurs devaient donc trouver une autre solution. Conduisons ce petit avion monomoteur dans un hangar et enlevons son vieux moteur à essence, le système d'échappement et le réservoir de carburant. Remplaçons-les par un moteur électrique qui est beaucoup plus petit et plus léger. Remplissons tous les espaces libres de batterie. Le poids de la version finale de l'avion doit rester exactement le même que celui de l'avion original. Donc maintenant, il peut décoller et voler sans problème, mais il ne peut le faire que sur de courtes distances. Et c'est un énorme avantage des avions électriques. Environ la moitié des vols dans le monde sont inférieurs à 805 km. Il y a beaucoup de vols sur de telles distances, de New York à Washington DC ou de Détroit à Toronto. C'est moins de 322 km. On trouve d'énormes avions de passagers qui effectuent ces vols. Ils décollent, prennent de l'altitude puis atterrissent immédiatement. Utiliser des brûleurs à gaz sur de si courtes distances, c'est comme mettre un énorme monte-charge dans une maison à 2 étages. Ce n'est pas rentable et cela n'a pas vraiment de sens. Tous les avions conventionnels du monde émettent environ 1 milliard de tonnes de CO2 par an. À eux tous. Nous pouvons donc réduire de moitié les dommages causés à l'environnement en utilisant plutôt des avions électriques. De nombreux concepteurs tentent de convertir certains avions traditionnels en modèles électriques. Par exemple, le Cessna 208B E-Caravan. Cet avion de tourisme normal de 9 places utilise désormais un moteur électrique. Et depuis 2020, il est en cours de certification. Cela signifie que chaque boulon et chaque fil de l'avion est testé pour la sécurité. Ce processus pourrait prendre des années. Le S-19 est un avion quadrimoteur, entièrement électrique. Sa carlingue en aluminium le rend extrêmement léger. Bien que son coût unitaire soit d'environ 8,8 millions de dollars, son entretien revient à 90% de moins que les avions ordinaires. Et l'énergie électrique pour l'avion lui-même est 50 à 75% moins chère que le carburant standard. Il pourra couvrir des distances d'environ 354 km. Il est idéal pour se déplacer en Europe ou entre des îles éloignées. Et il peut utiliser des pistes d'atterrissage aussi courtes que 762 mètres. Étant donné que ces avions sont pratiquement silencieux, les aéroports pourraient être construits à proximité des centres-villes. Cela réduirait presque de moitié la durée des voyages. Aviation Alice a fait un nouveau pas vers le futur. Cet avion de 9 places est presque entièrement constitué de matériaux composites et propulsé par 3 moteurs. Sa forme de bateau inversée et sa queue en V rendent son aérodynamisme parfait. Il est aussi long qu'un bus scolaire et son envergure est aussi large qu'un terrain de basket. Sa masse maximale au décollage est équivalente à celle de 2 SUV. 60% de ce poids sont des batteries. Cela lui donne la capacité de voler sur des distances d'environ 998 km. C'est plus que la distance entre New York et Détroit. Le meilleur atout de l'Aviation Alice est son aspect économique. Faire voler 9 passagers et 2 membres d'équipage à pleine vitesse coûtera environ 200 $ par heure. Pour les avions conventionnels de la même classe, comme les Cessna et Beechcraft, ce chiffre serait environ 5 fois plus élevé. Le problème des vols de courte distance peut être résolu par un réseau d'aérodromes abandonnés aux États-Unis. Il y a près de 2000 de ces derniers et environ 5000 aéroports publics. Chacun d'eux peut être équipé d'une station de recharge, comme une station-service. Une demi-heure passée à une station de recharge pour Alice équivaudrait à 1 heure passée dans les airs. Ainsi, pendant que les passagers descendent et montent et que leurs bagages sont chargés, l'avion peut accumuler suffisamment d'énergie pour voler. Ainsi, les petits avions conviennent pour un taxi aérien ou un jet privé. Mais il faut au moins 20 avions comme l'Aviation Alice
pour remplacer un véritable Boeing 737 de 180 passagers. Le prix d'un appareil électrique est de 4 millions de dollars. Cela fait donc 80 millions de dollars contre 100 millions de dollars pour un Boeing. C'est donc un autre point pour Alice. Zunum Aero a essayé de construire un avion électrique pouvant transporter 50 passagers. La société a d'abord opté pour un avion à 12 places, le ZA-10. Il s'agissait d'un hybride alimenté par le travail combiné de moteurs traditionnels et électriques. Les ingénieurs ont parié sur l'évolution des batteries et ont prédit que leur avion serait capable de parcourir 1609 km. Il pourrait donc aller de LA à Seattle en une seule recharge, et il ne devrait coûter que 500 000 $ de plus qu'Alice. Le grand avion de 50 places aurait dû fonctionner selon le même principe, mais la société a perdu son financement avant de pouvoir lancer l'avion finalisé. Peut-être qu'on peut créer un avion entièrement électrique qui n'aurait aucune pièce mobile. Il utiliserait le vent ionique. Les ingénieurs du MIT ont créé un modèle très léger d'avion, d'une envergure d'environ 4 mètres et sans moteur. Entre les ailes de l'avion, il y a une structure métallique semblable à une clôture. Une batterie alimente cette structure en électricité chargée négativement de près de 40 000 volts. Cette même structure se retrouve à l'arrière de l'aile et est chargée positivement. Lorsque cette structure est alimentée, son extrémité avant capture les électrons chargés négativement dans l'air, comme un aimant. Les électrons s'envolent alors vers la structure chargée positivement à l'arrière. En se déplaçant, les ions entrent en collision avec les molécules d'air, plusieurs millions de fois. Cela crée une poussée, comme dans un avion normal. Et à mesure qu'ils se déplacent, ils continuent à charger les particules dans l'air et à les repousser. Les ingénieurs du MIT ont effectué une dizaine de vols d'essai. Leur avion a pu voler sur près de 61 mètres grâce à la seule poussée des ions. Mais leur modèle d'avion ne pesait que 2,3 kg et volait sans pilote. L'avion piloté le plus léger du monde, le BD-5J, pèse 7 fois plus. Il devrait donc avoir des ailes gigantesques pour contenir cette structure métallique nécessaire à la poussée ionique. Et la tension dans cette structure devrait être beaucoup plus élevée afin de créer une poussée suffisante pour permettre à l'avion de décoller. Cette technologie a donc besoin de nombreuses années pour se développer et s'affiner avant de pouvoir être testée sur des avions à échelle réelle. À l'heure actuelle, l'un des systèmes de moteurs électriques les plus fiables et les plus économiques consiste à travailler avec des hélices ou des turbines traditionnelles. Un avion peut utiliser un moteur électrique pour un décollage rapide et silencieux. Il prendra de l'altitude et quittera l'espace aérien d'une ville densément peuplée. Puis il démarrera les moteurs principaux qui fonctionnent par combustion de carburant. Cela permettra à l'avion d'atteindre une vitesse élevée et de voler sur une longue distance. Pendant ce temps, la dynamo alimentée par le moteur principal rechargera les batteries de l'avion. Au moment de l'atterrissage, les moteurs principaux s'arrêteront et l'avion se posera de manière totalement silencieuse grâce à son moteur électrique. Ainsi, nous nous dirigeons progressivement vers des avions entièrement électriques et silencieux. Nous pourrons alors rapprocher les aéroports des centres-villes. Cela permettra de gagner du temps et de réduire la quantité de gaz nocif émis dans l'atmosphère terrestre. L'année 2160. Le lieu, l'océan Pacifique, au large des côtes du Japon. L'océan semble calme, du moins la surface semble l'être. Mais le fond est en train de se fissurer. Boum! La terre s'ouvre, le magma jaillit. La fissure déclenche un tremblement de terre et une quantité massive d'énergie est dégagée dans l'océan. Et maintenant, la gravité entre en jeu. Elle tire l'eau vers le bas et la déplace de plus en plus vite. C'est un tsunami. Une vague aussi haute qu'un gratte-ciel fonce vers Tokyo à 800 km/h. Cela représente des millions de tonnes d'eau. Ce serait génial de la prendre en photo, mais nous n'avons pas le temps d'admirer la puissance de la nature. Le tsunami est sur le point de frapper la baie de Tokyo. La vague s'écrase sur le rivage et commence à attaquer la plus grande structure de la planète, la métropole pyramidale de Tokyo. Elle fait 2000 mètres de haut, soit 5 fois la hauteur de l'Empire State Building. Imagine que toute la population de Denver dans le Colorado vive et travaille dans un seul bâtiment. La métropole pyramidale de Tokyo, MPT, peut accueillir 750 000 personnes à la fois. Étonnamment, la structure résiste à l'impact et la plupart de l'énergie du tsunami semble avoir simplement disparu. Cette fois, l'ingénierie tient tête à la nature. La MPT a été construite par la société Shimizu, qui a été fondée en 1804. La pyramide est la structure la plus stable qui soit. Si tu as du mal à le croire, va en Égypte et observe les grandes pyramides de Gizeh. Elles ont déjà tenu au moins 4500 ans et sont toujours aussi solides. La MPT est construite sur l'eau et se compose de 204 pyramides individuelles.
Elles ressemblent à des grappes de raisin empilées les unes sur les autres, 8 étages en tout. Seulement dans ce cas, chaque raisin a la taille d'un casino de Las Vegas. La MPT est creuse, c'est grâce à cela qu'elle résiste aux typhons et aux tsunamis. Elle ne prend pas le vent et les vagues de plein fouet, mais laisse toute cette énergie la traverser. Des robots et des systèmes de contrôle autonomes gèrent l'endroit. Ils fonctionnent grâce à l'énergie solaire, éolienne et marémotrice. Les pyramides sont reliées par des passages d'une longueur cumulée d'environ 137 km. Ils relient toutes les zones et sont entretenus par une intelligence artificielle qui trouve toujours le moyen le plus rapide d'aller de la pyramide A à la pyramide B. La MPT est manifestement la ville du futur, mais la technologie humaine n'est pas encore tout à fait prête pour cela. À l'origine, les ingénieurs ont décidé d'installer la pyramide sur 36 colonnes, toutes ancrées dans le fond de l'océan. Si tu construisais une pyramide de cette taille en acier et en béton, tu verrais 50 millions de tonnes de charge se presser sur elle-même. La MPT se serait effondrée sous son propre poids et aurait implosé dans l'océan. Il fallait quelque chose de 1000 fois plus léger que le béton, mais plus solide que l'acier. Alors, quel est ce matériau futuriste ? Regarde cette antiquité. C'est la première voiture de la planète dotée d'un moteur à combustion interne. Elle a pris la route pour la première fois en 1885. Et voici le premier satellite artificiel que les humains aient lancé dans l'espace. Il n'a fallu qu'une évolution pour passer de la première calèche sans chevaux à notre premier vol dans l'espace. Cette MPT n'a pas l'air si ridicule. Nous sommes capables de tout faire. La solution est le carbone, et il est partout. De la tige de ton crayon au diamant de ta couronne, de ta bague jusqu'à la mèche de ta perceuse industrielle. Mais il ne faut pas seulement du carbone ordinaire, il faut du graphène. C'est un type de carbone à partir duquel on peut fabriquer des nanotubes. Ils sont plus fins qu'un cheveu humain, mais 400 fois plus résistants que l'acier. Et le plus important, c'est qu'ils sont légers. Les nanotubes ne sont pas affectés par les produits chimiques, l'oxygène ou l'eau. Parfait pour la MPT. C'est juste une façon élégante de dire qu'elle ne va pas rouiller. Shimizu a des projets en vue d'une centrale électrique sur la Lune, ou d'une ville sous-marine, voire de transformer le désert du Sahara en une immense oasis, et bien plus encore. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir changer le monde. Les Pays-Bas font 2 fois la taille du New Jersey, et environ 30% de leur territoire se trouve sous le niveau de la mer. Pour protéger leur pays de l'eau, les Néerlandais ont construit des digues, beaucoup de digues. Mais ce n'est qu'une stratégie défensive. En 1986, ils ont décidé de passer à l'offensive et de reprendre une partie des terres à la mer. La première digue faisait 30 km de long. Elle a essentiellement transformé une baie en un lac. La deuxième a scellé l'affaire. Après 42 ans de travail, les Pays-Bas se sont offerts une toute nouvelle province, plus grande que Los Angeles. Les humains ont fait la même chose dans le monde entier, comme à Hong Kong, aux Philippines ou en Italie. Et si on construisait des choses sur une Terre qui est déjà de la Terre ? Avant les missions de la NASA vers Mars, le projet le plus cher de l'histoire était la construction du système d'autoroute inter-États des États-Unis. Il a fallu environ 35 ans pour le terminer. En monnaie d'aujourd'hui, il a coûté environ 530 milliards de dollars. Tout cet argent a permis d'achever 74 000 km de route, soit l'équivalent de presque 2 fois le tour du globe. Il y a plus de 270 millions de véhicules aux États-Unis, plus qu'au Japon, au Brésil, en Inde et en Allemagne réunis. Mais en termes d'efforts purs, les routes de Rome étaient bien plus impressionnantes. Plus de 2000 ans avant la première automobile, les Romains ont construit un énorme réseau de routes de 80 000 km de long. Elles s'étendaient de l'Irlande à l'Égypte et de la Turquie à l'Espagne. Les routes étaient plutôt sûres et les voyageurs pouvaient séjourner dans des hôtels, dîner dans des auberges ou faire parvenir un courrier par voie postale. Seulement environ 30% de la surface de la Terre est constituée de terre. Les océans, les rivières et les lacs du monde sont pleins de vie, et cela semblait être une tâche ridicule de cataloguer tout ce qui y vit. Mais 2700 scientifiques de 80 pays ont décidé de faire équipe pour accomplir ce but. Budget de l'opération, 650 millions de dollars. Ces scientifiques ont passé 10 ans à chercher des espèces anciennes et nouvelles. C'était l'un des plus grands projets scientifiques jamais tentés. Ils ont même découvert environ 6000 nouvelles espèces de poissons, de calamars et d'algues. La Grande Muraille de Chine est immense, 21 000 km de murs, de barrières naturelles et de tranchées. Cela équivaut à environ 2 fois la distance entre l'Alaska et l'Australie.
Elle a été construite sur une période de 2000 ans, sans camion, sans bulldozer, sans électricité. Juste la force brute des ouvriers. La Chine moderne n'a pas vraiment perdu la main. En 2 ans, la Chine a utilisé plus de béton pour la construction que les États-Unis ne l'ont jamais fait. De toute leur histoire. Routes, villes, aéroports, tout est gigantesque là-bas. Le barrage des Trois Gorges est clairement la nouvelle grande muraille de Chine. Plus de 2,3 km de long et 180 mètres de haut. Et il y a 3 fois plus de béton et d'acier que dans le barrage Hoover des USA. C'est la plus grande structure en béton du monde et elle a coûté environ 37 milliards de dollars. Plus d'1 million de personnes ont dû faire leur bagage et déménager pour lui faire place. La Suisse possède le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond de la planète. Sous les sommets enneigés des Alpes, les constructeurs ont creusé 56 km de tunnel. Chaque jour, 200 trains de marchandises et de passagers le traversent. La quantité de roches extraites pour construire le tunnel est à peu près la même que celle de 5 grandes pyramides. Le tout a coûté environ 12 milliards de dollars. L'Égypte est l'une des plus anciennes nations de la planète. Mais aujourd'hui, on y construit l'une des villes les plus récentes au monde. Elle fera à peu près la taille de Singapour et sera peuplée de 6 millions de chanceux. Il y aura des logements, des bâtiments gouvernementaux, des divertissements et même un opéra. Ainsi qu'un parc immense qui fera passer Central Park pour un petit jardin privatif. Quand elle sera terminée, ce sera la nouvelle capitale de l'Égypte. Pourquoi se donner tout ce mal ? Eh bien, car d'ici 2050, le Caire comptera environ 40 millions d'habitants et ils auront bien besoin d'une nouvelle ville. Les premiers vols vers la Lune ont coûté environ 280 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui. Mais SpaceX compte démocratiser cette expérience. L'entreprise prévoit de fonder une colonie sur Mars avec une population d'1 million de personnes d'ici 2050. Ils affirment qu'une fois le programme lancé, tu pourras acheter un billet pour Mars pour seulement 100 000 $. Mais le plus grand projet scientifique jamais réalisé est sans aucun doute la Station spatiale internationale. Elle pèse autant que 2 Boeing 747 et traverse l'espace à la vitesse de 28 000 km/h, soit 8 km par seconde. La station orbite autour de la Terre 16 fois par jour, ce qui ne coûte pas rien. Heureusement, tout un tas de pays se partagent la facture, mais c'est certainement le room service le plus cher de toute la galaxie. Il faut compter 10 000 $ pour livrer une bouteille d'eau de la Terre à la station spatiale. À ce prix-là, il est important de savoir si elle doit être pétillante ou plate.